peut commencer. Alors, Franck, tu es presque un habitué d'OVNI Paris. Je crois que c'est la troisième fois que tu viens, ou la deuxième. Tu étais venu en Oui, mai. c'est la troisième. C'est sûr que tu étais venu en mai 2019. Tu nous avais parlé de science-fiction et de ufologie. Une petite conférence très bien faite. Il n'y a pas eu une foule énorme, mais ça avait été mis sur YouTube. Ça avait eu pas mal de, bon, un certain succès. Mm. Et tous ceux qui avaient assisté avaient bien apprécié. Donc tu es ufologue. Ça veut dire que non seulement tu travailles le sujet dans ton bureau, mais aussi je crois que tu as fait des enquêtes de terrain, hein, ou tu en fais toujours. Oui, et en fin de compte, contrairement à vous qui êtes ici présent, des fois, j'ai pas besoin de les chercher. C'est parce que quand on fait des conférences, des animations publiques, c'est les témoins qui viennent Voilà. directement. OK. Donc tu es Et conférencier, écrivain. Alors pas écrivain, tu as écrit à ma connaissance 2 livres en ufologie. Et puis donc le dernier, c'est les énigmes spatiales. Et le précédent, c'est un titre assez long. les mystères du phénomène OVNI. Oui, voilà. Tu as écrit des romans de science-fiction aussi, mais Mm. sous un autre nom, je crois. Mm. Mais je préfère l'ufologie. C'est des faits, des analyses historiques, des énigmes qui ont beaucoup plus d'ampleur. Donc c'est Ah, surtout ça qui m'intéresse. C'est les enjeux derrière le sujet. Et puis le fait que ce ne soit pas résolu et que ce soit surtout bien documenté, que ça dure depuis des décennies. ok. Au moins depuis la Seconde Guerre mondiale, et même on pourrait remonter beaucoup plus loin. D'ailleurs, vous allez le voir ce soir, je vais trouver des archives du 19e siècle assez intéressantes concernant la Lune. Alors, ok. Justement, donc moi je vais aller. Attends 2 secondes. Alors, je vais fermer un certain nombre d'écrans pour être un peu plus réactif. Ça, c'est quoi? Ouais, ça. Je vais ouvrir donc. Oui, voilà, ici. Donc, je vais ouvrir ta conférence. Donc pendant que Patrice s'occupe de ça, je vais vous dire quelques mots. Vous avez peut-être vu il y a quelques jours une conférence sur la Lune qui s'appelait Mystère lunaire. Celle-ci va être complètement différente parce que la précédente était consacrée à tout ce qui est anomalie géographique ou géologique sur la Lune. Pourquoi est-ce qu'on a des cratères hexagonaux, des cratères alignés, des énormes tunnels de lave? Alors que là, on va traiter un peu d'actualité et de technologie sur la Lune, mais surtout, le fil directeur, ça sera les objets inconnus, surtout les objets en mouvement sur la Lune, qu'on a pu repérer. Et donc, pour commencer, on pourra parler de l'actualité lunaire, parce qu'elle est au cœur de l'actualité en ce moment. Et donc, je repasse J'ai presque le flambeau fini. à Patrice. En 2, 3 minutes, la Lune, ben, comme on disait tout à l'heure, juste avant la conférence, c'est vraiment beaucoup de mystères. Et il y a toujours des mystères. La Lune, on n'a pas, elle est loin d'être comprise en totalité. Il y a énormément de choses. Là, c'est une photo de la pleine Lune, tout à fait classique. La Lune, on la voit souvent sous des formes différentes. Là, c'est une Lune rousse. Hein, vous savez, c'est lié, c'est quand la Lune est éclipsée, qu'elle est éclairée par les rayons du soleil couchant et le vent qui traversent l'atmosphère de la Terre. Et c'est les seuls rayons qui éclairent la Lune. Et ça donne cette Lune rousse. C'est assez spectaculaire. Bon, là, ils ont un peu tiré les couleurs. Hein. Bon. Une lune bleue, ben, ça n'existe pas, mais on en parle. Sur une lune bleue, elle n'est pas bleue du tout. C'est quand il y a 2 pleines lunes dans un mois, ce qui est très très rare. Et puis la lune, on le sait bien, elle rythme le temps. Alors, il y a énormément de choses, il y a énormément de choses à dire là-dessus. À l'heure actuelle encore, il y a des gens qui utilisent le calendrier lunaire pour rythmer leur vie, ne serait-ce que les musulmans utilisent toujours, je crois. Et les juifs, les religieux juifs, je crois aussi, mais je suis moins sûr. Alors la Lune, ça a été aussi un rêve. Autrefois, à gauche, là, vous avez un ancien grec qui s'appelait Lucien de Samothrace, je crois,
qui a écrit un roman satirique, où il est extraordinaire, dans la Lune. Vous voyez que c'est très ancien, les romans de science-fiction et d'anticipation. C'est aussi un roman un peu philosophique, et aussi quelque chose de comique. Et beaucoup plus tard, à la Renaissance, après la Renaissance, pardon, Cyrano de Bergerac a écrit quelque chose d'équivalent. C'est très comique et il utilise des méthodes tout à fait loufoques pour aller dans la Lune, comme la rosée. Il recueille la rosée. La rosée est censée s'évaporer et monter, donc ça va le faire aller jusque vers la Lune. Il utilise des fusées à poudre, il utilise des ressorts, etc. C'est rocambolesque. Une fois même, il va se retrouver au Québec, propulsé par... Il rate, il n'arrive pas à aller jusqu'à la Lune, mais il est propulsé jusqu'en Nouvelle-France, au Québec. Là, c'est une illustration sur les États et royaumes de la Lune. Donc, il y a pas mal, pour les gens de l'époque, il y a beaucoup de comparaisons avec les guerres de religion, ce qui se passait, les problèmes politiques de l'époque. Plus tard, au 19e siècle, ça commence à devenir plus technique. Jules Verne, qui est vraiment un grand innovateur, à l'idée d'un voyage vers la Lune. Et alors, la seule méthode qui est envisagée à l'époque, c'est le canon, qui aurait aplati les malheureux passagers dans l'obus. On voit ici à gauche l'obus. Ça, c'est un film tiré justement de l'idée de Jules Verne, un film très connu du début du cinéma, Le voyage vers la Lune de Méliès. Et puis, l'imagination humaine commence à devenir de plus en plus technique. On connaît tous, je crois, cette bande dessinée de Hergé, Objectif Lune. Moi, j'avais adoré, je crois que j'adore toujours. C'est vraiment très bien fait. Et puis, en plus, techniquement, il n'y a pas beaucoup d'erreurs. Hergé s'était pas mal inspiré d'études de la NASA, du V2, des choses comme ça. Et puis, voilà, à force de rêver et de travailler, enfin, en 1969, l'homme a posé le pied sur la Lune avec Apollo 11. Et maintenant, on est en mesure d'y aller, d'y retourner, et puis de l'étudier vraiment en détail, peut-être de percer et de découvrir de nouvelles choses, de nouveaux mystères. Voilà, c'était ma petite introduction. Donc voilà, Franck, voilà, j'ai assez parlé, c'est à toi de jouer. Voilà mon nouvel ouvrage qui sort demain, il sera disponible demain exactement. Et il est assez différent du premier parce que là, c'est vraiment tout ce qui est curieux, insolite, inexpliqué dans l'espace. Donc, on a des faits qui sont étranges, mais qui trouvent des explications rationnelles et scientifiques, d'autres qui restent des curiosités. Par exemple, je vous en cite comme ça par hasard, sur Titan, on a découvert une île qu'on appelle l'île magique qui apparaît et qui disparaît. Ou sur Titan, on s'aperçoit qu'il y a des dunes qui se forment dans le sens contraire du vent. Donc, bon, j'ai analysé ces petites énigmes. Il y en a d'autres sur la couronne solaire. À la surface du Soleil, il fait juste quelques milliers de degrés. Mais dès qu'on s'étend dans la couronne, là, on monte à 1 million de degrés, ce qui est contraire aux lois de la propagation de la chaleur. On pense que c'est lié à des ondes spécifiques, mais en fin de compte, vous voyez, il y a plein de petits mystères là qui concernent l'espace. Et plus on va loin, j'ai l'impression que plus on en découvre d'autres. Alors, je me suis attaché à les répertorier. La première partie, c'est les objets mystérieux dans l'espace qui ont été vus, filmés par des astronautes, par exemple. Et effectivement, il y a bien des astronautes qui en ont filmé. C'est toujours inexpliqué. Pour certains, c'était des canulars et d'autres, dans certains cas, ils étaient vus dans l'atmosphère et non pas dans l'espace. Donc, je les ai listés avec les sources exactes que j'ai pu retrouver. L'énigme du Black Knight, l'historique de tous les satellites et engins spatiaux secrets dans la conquête de l'espace. Et ensuite, dans la deuxième partie, il s'agit de la Lune. Et là, bon, les anomalies classiques dont on parlait, enfin surtout les curiosités, pourquoi il y a des séismes, pourquoi il y a des cratères alignés, pourquoi a-t-on autant de couleurs lunaires. La liste des structures énigmatiques, c'est un gros morceau. Et avant cette émission, on a reçu un mail de M. Idil qui nous demandait de traiter d'un sujet, donc ça sera fait, M. Idil, on va en parler ce soir. Ce sera l'énigme du Paris Match 1028.
Ensuite, la théorie du Moonhawks, sur quoi est-ce qu'elle se base, est-ce qu'elle est fiable et surtout les contre-argumentations qu'elle a subies, les rochers roulants, lumière étrange, et on va aujourd'hui surtout parler des objets mouvants inconnus, ceux qui ont été vus par les astronomes, et assez loin d'ailleurs dans l'histoire, et ensuite, j'ai retrouvé les sources originales, et ensuite les dossiers les plus récents, avec quelques vidéos. Et puis après, les secrets de la NASA, tout ce qu'on nous a caché pendant la conquête spatiale, enfin pour ce qu'on a réussi à savoir après, les petits secrets ou les gros secrets technologiques, les mensonges des Russes ou des Américains pour un militaire secret, et est-ce que la NASA dissimule la visite d'OVNI dans l'espace. Voilà pour le programme de ce livre. Et donc, il m'a pris beaucoup de temps à faire. Bon, la particularité, c'est que j'ai essayé tout le temps de trouver des sources scientifiques ou originelles. Bon, on peut passer à la suite. Franck, je vais faire juste une vérification. Je vais arrêter le partage et je vais lancer derrière. Excuse-moi. Oui, je suis bien en train d'enregistrer. À ce coup, j'ai eu peur. Voilà, la suite. Donc, voilà pour la présentation de cet ouvrage. Donc, ça va nous donner matière à étudier plein de nouveaux sujets. Alors, concernant la Lune, puisque c'est le sujet ce soir, quelques actualités. On en parle beaucoup parce qu'il y a eu un peu de nouveau sur différents domaines. De l'eau, bon, on avait découvert de l'eau, surtout la vapeur d'eau dans les années 1970, mais depuis quelques temps, on a découvert qu'elle était beaucoup plus abondante qu'on ne pensait. Donc, on en avait d'abord trouvé au fond des grands cratères, mais récemment, des études viennent d'identifier sur des micro-cratères aussi. Et donc, c'est de l'eau qui est piégée aussi bien au fond des grands cratères que des petits. Ensuite, la question qui se pose depuis quelques années, c'est quand est-ce qu'on retourne sur la Lune? Alors au départ, George Bush avait fait un plan pour une constellation pour y retourner. Barack Obama n'était pas trop chaud, donc il a plus ou moins gelé le programme. Ensuite, Donald Trump, lui, avait pressé la NASA d'y aller. Mais à la fin de son investiture, il y a eu le Covid et il était prévu que ça se fasse pour 2024. Mais rien n'est moins sûr parce qu'il y a des retards dans le programme, il y a des questions de budget. Donc, pour l'instant, on ne peut pas vous garantir à quelle date ça se fait. Mais par contre, il y a une véritable volonté politique de le faire. Et pas seulement pour y aller, pour faire des visites ou les récupérer des échantillons, mais surtout, au bout d'un moment, d'y mettre une base durable. C'est l'objectif. Et peut-être même, ce sera un tremplin pour aller sur Mars. Et une des questions régulièrement posées, pourquoi est-ce qu'on n'y va pas depuis la dernière fois, Apollo 17 en 1972 C'était dû à des questions historiques, c'est-à-dire que la première fois qu'on est sur la Lune, que les Américains y sont allés, le but était de réussir l'exploit technologique et de prendre l'ascendant sur les Russes. Et une fois que ça a été fait, on va considérer que le premier objectif était atteint et c'était le principal. Même s'il y a eu des études scientifiques et beaucoup de prélèvements de roches sur la Lune. Après, il y a des scientifiques américains qui se plaignaient qu'il y ait autant d'argent qui soit investi sur des missions lunaires alors que la science terrestre en avait besoin, enfin c'était leur argumentation. Et après, il y a eu un désintérêt du public. C'est-à-dire que même si Apollo 11 était l'événement qui était à son époque le plus vu dans toute l'histoire de l'humanité à la télé, après, les émissions précédentes qui montraient des astronautes en train de fourrer, en train de ramasser des objets, en train de se promener, s'intéressaient de moins en moins et c'était plus du tout écouté. Donc maintenant, il y a un renouveau qui est lié au fait qu'il pourrait y avoir des intérêts géologiques, des terres rares peut-être, de l'hélium-3. Il y a une remontée de la compétition entre la Chine, la Russie et les États-Unis. Et ensuite, la question est, si on y allait dans les années 1969-72, on considère que c'est fait, que ce serait facile. Ce n'est pas le cas parce que refaire un lanceur, comme la fusée Saturne V à l'époque, c'est très compliqué parce qu'il faut quasiment tout reprendre à zéro. Donc c'est pour ça qu'actuellement, c'est pas gagné technologiquement qu'on refasse
une fusée qui soit particulièrement beaucoup plus performante que la précédente. Mais en tout cas, les tests se sont lancés. Donc, ce sera plus Saturne V, mais un lanceur SLS, un lanceur lourd. Et ensuite, il fera 3000 tonnes et 110 mètres de haut, comme son précédent, Saturne. On peut passer à la suite. Concernant la parité sur la mission Artemis, parce que ça, c'est une nouveauté, il y a eu 9 missions Apollo qui ont tourné autour de la Lune et 6 qui ont annulé, qui ont alluni. Et dans toutes ces missions, il n'y avait aucune femme. Et là, disons que la donne change, puisqu'il y a une volonté d'avoir une parité. Donc, c'est-à-dire qu'on sait déjà, pour cette mission Artemis qui est sur la Lune, qu'il y aura un homme et une femme. Et il y a 9 hommes et 9 femmes qui ont été sélectionnés, les voici. Donc, il n'y a plus qu'à faire un Koh-Lanta de l'espace pour savoir qui va gagner dans chaque catégorie. Alors, concernant les femmes et l'aérospatiale, par extension, on a quelques-unes qui sont illustrées et qui s'illustrent toujours. Alors, j'aurais pu en mettre beaucoup. J'ai mis quelques-unes dans leur spécialité. Alors, Vera Rubin, qui était une astrophysicienne, une astronome américaine, donc, qui, dans les années 1970, a découvert des anomalies dans les vitesses de rotation des étoiles de quelques galaxies, dont Andromède. Et elle a supposé donc qu'il y avait une matière manquante. En fin de compte, ce n'était pas la première. Il y avait un astronome qui s'appelait Zwicky dans les années 1930 qui l'avait fait, mais comme il était un peu fantasque, on ne lui a pas prêté attention. Et quand Vera Rubin a publié ses résultats dans la presse, elle a eu un accueil un peu ironique, teinté de misogynie. Mais rapidement, ces gens-là, ils ont déchanté parce qu'ils ont vérifié ces calculs, ils se sont dit, oh zut, c'est vrai, il manque un sacré paquet de matière dans l'univers. Parce qu'il existe des méthodes pour peser entre guillemets, peser des étoiles et peser des galaxies, estimer leur poids en fonction de certains critères. Et donc, elle a prouvé l'existence de cette matière noire. Et si on la compare par rapport à la matière normale, c'est-à-dire la matière baryonique qui est composée de protons, de neutrons et d'électrons, ce dont nous sommes constitués, eh bien, cette matière noire, elle représente 80 à 85%. Donc, ça fait quand même une énorme inconnue. On pourrait en parler pendant longtemps, mais je vais juste, et c'est un sujet extrêmement complexe, donc je vais juste vous mettre quelques pistes qui ont été étudiées sur la matière noire. Alors, la première, c'est qu'on dit que c'était des machos. Alors, macho, ça ne veut pas dire des misogynes, c'est juste des massifs compacts à l'object. C'est-à-dire que c'est des objets très denses, très lourds, donc qui sont dans l'espace et qui ne réfléchissent pas forcément à la lumière. Alors, quelques exemples, on a les naines brunes, des étoiles ratées, des naines blanches, des étoiles mortes, des étoiles à neutrons qui sont des résidus des étoiles massives. Mais on a aussi les planémos, ou ce qu'on appelle les planètes flottantes. C'est des planètes qui errent dans l'espace et qui ne sont pas rattachées à un système solaire. Et on a pensé aussi à, alors ça, l'hypothèse des machos, elle a été pendant un moment à la mode, et puis après, il y a des gens qui ont calculé que même s'il y avait tous ces corps-là, ça ne suffirait pas pour expliquer la matière manquante. Donc, ce n'est pas une hypothèse priorisée. Il y a eu les trous noirs primordiaux, d'hypothétiques trous noirs formés après le Big Bang, qui n'existent que virtuellement, enfin qui existeraient, mais finalement des calculs ont tendance à démontrer que même si c'était le cas, ça ne suffirait pas. Ensuite, les WIMPs, des particules qui interfèrent avec la matière, mais peu avec la lumière. Et là encore, c'est... Ça veut dire mauviette en anglais. Ah oui, c'est ça, des mauviettes. Et donc, il y a eu des pistes qui ont été creusées sur ces WIMPs et on n'arrive pas à trouver, on n'arrive pas à les détecter. Et il y a eu d'autres particules. Aussi, on a supposé toute une liste d'autres particules dont on n'arrive pas à voir la matérialisation, la preuve. Donc, tout ça pour dire qu'on a étudié énormément de pistes. Et c'est la même chose pour l'énergie noire. Et là, je parle par exemple, Pauline Zaou, qui est une astrophysicienne française qui fait de la vulgarisation dans ce domaine. Et si on regarde ses conférences, bon, elles ont le mérite d'être claires et surtout de démontrer la liste quand même assez impressionnante d'hypothèses qui ont été faites sur la matière noire et l'énergie sombre, qui ont été avancées sans qu'on trouve la solution définitive. Parce que si on associe les deux, matière et énergie, en fin de compte, il en résulte qu'il n'y a que 5%
de la composition de l'univers, bon, c'est-à-dire la matière baryonique qui est connue. Mais la matière noire et l'énergie noire représentent les 95% restants, d'après les calculs des satellites. Voilà, parmi d'autres personnes qui sont illustrées, bon, Hélène Courtois, qui fait des travaux sur des super amas de galaxies, et donc qui tente à démontrer qu'il y a des ensembles à des échelles impensables à l'univers, et qu'il y a peut-être une unité d'ordre beaucoup plus importante qu'on pourrait penser. Bon, dans un autre domaine, on a la première femme dans l'espace, je vais vous le dire avec l'accent russe, Valentina Vladimirovna Tereshkova. Et bon, bah, quand on voit cette photo, on voit que ça ne plaisante pas et qu'elle a l'air d'avoir de l'aplomb. Bon, il lui en a fallu pour aller faire cette mission dans l'espace parce qu'elle a enduré beaucoup de désagréments, de dysfonctionnements techniques, mais elle a réussi à revenir. C'était un exploit qui a été remarqué parce que c'était juste 2 ans après le premier vol de Yuri Gagarin. Et 2 ans après, on a eu la première sortie dans l'espace, d'un homme dans l'espace, c'était Leonov en 1965, qui a lui aussi dû affronter quelques difficultés techniques parce qu'il n'arrivait plus à rentrer, sa combinaison était trop gonflée, et il n'arrivait plus à rentrer dans son appareil. Alors pour tout ce qui est donc, histoire des femmes dans l'espace, bon, il y a ce livre d'Amelia Octave, bon, bah, que je salue, elle connaît très bien l'actualité aérospatiale, et elle a résumé l'historique des ascensions des femmes dans l'espace, que ce soit au moyen de ballons, d'avions ou de fusées. On peut passer au document suivant. Oui, s'il veut. Ah, voilà. Donc, les technologies des missions habitées vers la Lune, j'en parle un peu puisque à partir du moment où il y a des objets non identifiés qui sont vus ou filmés autour de la Lune, ça peut être utile de voir ce qui y est déjà ou ce qui roule déjà. Donc, c'est des technologies bien sûr très sophistiquées. En résumé, Saturne V, c'était le plus gros lanceur de l'histoire jusqu'à maintenant, avant qu'arrive le SLS. Donc 3000 tonnes pour son poids, donc 90% de carburant, 110 mètres de haut. Et là, ça c'est toutes les missions Apollo qui ont tourné autour de la Lune. De la 8 à la 17, il en manque une, c'est la 9, qui n'a fait qu'aller en orbite terrestre. Et la 13, elle est bien là, bien qu'il y ait eu un accident avec l'explosion des réservoirs d'oxygène, mais elle a continué à faire le tour de la Lune pour revenir, c'était plus simple. Alors, une des questions souvent posées, est-ce qu'il aurait été possible de faire des missions secrètes sur la Lune? Donc, on notera déjà que c'est une sacrée technologie qu'il faut pour envoyer une fusée et que ce n'est pas très discret. Alors, je prends l'exemple du crawler ici. Le crawler, c'est un énorme engin à chenille qui transporte la fusée Saturne depuis son hangar jusqu'au pas de tir. Donc, vous voyez la taille de l'engin, 2750 chevaux, 40 mètres de long, et en fin de compte, il met 1 km. Et comme il y a 6 km qui séparent les deux endroits, ça fait 6 heures. Pendant 6 heures, il se promène avec la fusée. Donc, on va dire que ce n'est pas très discret de faire décoller une fusée. Je pense que la tour de contrôle, il se douterait de quelque chose. Tiens, ce n'était pas prévu qu'elle soit sortie aujourd'hui. Et accessoirement, la fusée Saturne V est celle est l'objet qui produit le son artificiel humain le plus élevé au monde, avec les bombes atomiques, puisque ça a été mesuré à plus de 200 décibels au niveau des moteurs. D'autre part, il y a des secousses et des vibrations qui s'entendent très loin. Donc, pour l'énigme qu'on verra un peu plus tard, il est très peu crédible qu'il y ait pu avoir des missions secrètes sur la Lune. Par comparaison, le poids, les missions STS, les missions de la navette spatiale, ça faisait 2000 tonnes au lieu de 3000. On peut passer au suivant. Là, c'est juste une comparaison rapide entre Saturne V et la nouvelle fusée. Bon, je ne vais pas rester trop longtemps là-dessus parce que c'est pas tout à fait bien cadré. Hein. On verra bien ce qui se passera dans quelques temps. Et juste quelques notions de base sur les vaisseaux Apollo. Alors, on notera l'infime poids, par exemple, du module et de service et de commande par rapport à la mission globale, quoi. On met 3000 tonnes de carburant juste pour
envoyer 30 tonnes dans l'espace, enfin le module de commande et de service, plus le LEM qui lui est raccroché. Le LEM, bon, je ne dis pas grand-chose dessus. Il est rattaché au module de commande et de service. D'ailleurs, à un moment, les astronautes passent de ce module de commande au LEM. Ensuite, ils sont détachés. Et c'est ces 2 étages qui vont aller sur la Lune. Et ensuite, il restera l'étage de descente. Et pour remonter, ils activent une ceinture de boules explosives qui va repropulser l'étage de remontée dans l'espace où il va être récupéré par le module de commande et de service. Je peux ajouter, c'est que dans ce LEM, l'étage supérieur, il est incroyablement petit, restreint, et que récemment, je me suis penché là-dessus, parce que pour comparer par rapport au nouveau projet de la NASA, et c'est incroyablement héroïque ce qu'ont fait les astronautes. Il n'y a pas de sas, et pour sortir, on ouvre la porte, on laisse sortir l'air. C'est tout petit, ils sont coincés les uns sur l'autre, et ils ont vécu 48 heures là-dedans. C'est vraiment impressionnant. C'était vraiment des exploits. Oui, et même, il y a certaines missions lunaires ils ont vécu 48 heures là-dedans, ouais, et il y a certaines missions lunaires qui ont duré plus, et en plus, c'était extrêmement dangereux. Surtout sur Apollo 11, ils ont frôlé à la catastrophe à plusieurs reprises. Dès le décollage, il y avait une fuite déjà sur la fusée. Ensuite, il y a eu des étapes qui ont été cruciales. Bon, il y a eu l'erreur 1202, le décalage de l'atterrissage dans la mer de Tranquillité, plusieurs kilomètres plus loin. Ils n'avaient plus de carburant. Il y a eu des canalisations gelées, une trappe coincée. Enfin, plein d'histoires de ce style. Et après, il y a eu surtout le bouton cassé, quoi. Parce qu'au moment où il fallait qu'ils remontent, une fois leur mission finie, ils sont aperçus, il y avait, à cause d'un équipement, ils avaient cassé le bouton. Et donc là, c'est à ce moment-là qu'un astronaute a utilisé son stylo pour appuyer sur le bouton et refaire partir l'étage de remontée. Et c'était pas terminé, mais enfin, je passe parce que les incidents spatiaux dans les missions Apollo, pour en citer beaucoup. Ok. Alors ensuite, les robots sur la Lune. Donc, le premier au monde, c'était Lunocode, qui a fait 10 km, mais il n'est pas resté très longtemps. Et après, les sondes Luna. Il y a eu très peu de missions de retour d'échantillons lunaires. Bon, parce que les missions Apollo, c'est spécial, elles en ont ramené, mais c'est des hommes qui sont allés chercher. Mais des prélèvements automatiques, il y a eu les sondes Luna et la sonde chinoise. Et donc là, ils n'en ont pas ramené beaucoup. Hein. Les 3 missions Luna, ils ont ramené à peine 300 grammes d'échantillons. Ce Lunocode, il se trouve, pour les gens qui sont parisiens, à la fois au musée de l'air et de l'espace du Bourget, et on le trouve aussi au palais à Paris, dans le palais des sciences. Ce sont des maquettes. Mais vraiment, c'est ça, hein, c'est la même chose. Ok, je passe? Ah oui. Mais justement, me voilà. Alors, voilà d'autres rovers. Et donc, actuellement, on a fait la différence entre les rovers martiens et les rovers lunaires. Donc, voilà les records à date en kilomètres parcourus. Bon, on s'aperçoit déjà qu'ils n'ont pas été sur des très longues distances, quoi. Le record est le rover Martian Opportunity américain avec 45 km. Lunocode 2, il tenait le record avant, mais il vient d'être battu, donc le russe, il a fait 39. Et puis après, les rovers des missions Apollo, depuis les missions 15, ils faisaient une trentaine de kilomètres. Ce qui est infime par rapport au diamètre de la Lune, hein, qui est de 3500 km. Et parmi les nouveautés, donc on a le rover Perseverance qui est atterri cette année, qui pourrait battre des records parce qu'il va à 200 mètres par jour, mais il lui faudra quand même un certain temps. On a aussi posé un petit hélicoptère, dont pour l'instant qui est en zone de test. Et il me manquait un détail à ajouter. Ah voilà, les anomalies martiennes. Ces rovers déjà existants sur Mars, et il y en aura bientôt un chinois aussi si tout se passe bien, hein, qui va rejoindre la bande, c'est qu'ils envoient des photos sur lesquelles des fois il y a des pareidolie, donc confusion de formes naturelles avec une forme mystérieuse.
ou inexpliquées. Alors par exemple, là j'en ai pris que 3, mais on peut en citer des dizaines. Donc on a le Yéti, un cercle de pierres curieux, et puis après des pierres là qui semblent avoir été taillées ou normales. Ça peut être dû à des questions de vue, des questions d'ombre, ou ça peut être des réelles anomalies. Okay. Voilà ce qu'on a sur Mars. On peut passer à... Alors, il y a Polyèdre qui dit « Où les hommes des sables dans Star Wars ?» Oui, on ne sait jamais, ils peuvent se cacher. Oui, c'est un peu ça. Alors là, bon, il n'y a pas grand-chose à dire sur les rochers, juste pour montrer la résolution qu'on a sur Mars, parce que c'est une question qui est souvent posée et qui a été longuement posée lors de la dernière émission. Alors comme elles sont interactives et que j'essaie de les upgrader à chaque fois, je vais reprendre ce sujet. Vous noterez quand même que les dessins, enfin les photos et les films ici sont en couleur et relativement précis, alors que ce n'est pas le cas sur la Lune. Et là, on peut passer à la suivante pour étudier ça au fur et à mesure. Alors, sur la Lune, il y a eu une nouveauté. Donc, la première fois qu'on a posé un engin sur sa face cachée, un engin mobile en tout cas, et là, c'est le rover chinois Yutu sur la mission Change 1.4. Là, on le voit qui sort de son habitacle. Et il y avait une petite polémique sur la pierre que vous voyez là avec une ombre. C'est que sur sa face, il semble avoir une espèce de tige un peu torsadée, quoi. Et il y en a qui y voyaient un mystère. Oh. Bon, enfin, ça, c'était l'énigme de base qui circule sur Internet. Les Chinois sont très discrets en ce qui concerne les informations données. C'est-à-dire qu'ils laissent très peu filtrer d'informations sur tout ce qu'ils font dans l'espace actuellement. Même s'ils ne sont pas ouvertement, ils ne se déclarent pas ouvertement en compétition avec les autres nations. Des rumeurs disaient qu'en fait, quand ils ont envoyé un rover sur la face cachée de la Lune, c'était peut-être pour y trouver des traces de terres rares, parce que ça avait une fortune. Et sinon, il y avait aussi un radar pénétrant sur ce rover. Alors, le problème de la face cachée de la Lune, c'est que les communications ne passent pas. Donc, ça veut dire qu'il faut envoyer un orbiteur qui va se servir à chaque fois qu'il passera de l'autre côté. Voilà. Et sinon, autre événement, c'était une première pour la Chine encore, la sonde spatiale Shenzhou 5 qui revient avec des roches lunaires. Alors, on n'a pas su exactement savoir combien ils en avaient rapporté, mais leur objectif était d'en ramener 2 kilos. Donc, s'ils ont réussi, c'est bien, mais on remarquera que les retours d'échantillons lunaires sont quand même très très légers, quoi. Soit dans un côté on a 300 grammes, dans un autre 2 kilos, parce qu'à un moment il y a certains théoriciens qui disaient qu'on aurait pu envoyer des missions secrètes pour aller ramener beaucoup d'échantillons, mais c'est pas très crédible ces éléments. Bon, puis voilà, là, ce qu'on appelle le Grand Prix lunaire, c'est quand des astronautes s'amusent avec leur rover, qui va pas très vite, c'est sa vitesse moyenne. Alors, d'autres sondes lunaires. Alors, Clémentine, mission américaine. Alors, il y a eu des polémiques sur Clémentine parce que sur certaines photos, il y avait des traces apparentes de floutage. Et il y en a même une dans le cratère Zeeman où on voit une sorte d'engin qui serait caché par le floutage, une sorte de trépan qui ressort de la zone floutée. Voilà. Les 2 sondes les plus précises et qui ont donné les meilleurs résultats, c'est LRO, qui a été lancé en 2009 et qui tourne toujours depuis, bien qu'il y ait des controverses sur ces photos qu'on va aborder. Mais bon, il est à basse altitude, 50 km, et c'est lui qui a permis, c'est cette sonde qui a permis de refaire toute une cartographie lunaire et qui donne les plus précis actuellement. Après, il y a la sonde Kaguya de l'agence japonaise qui a réussi à trouver pas mal d'anomalies, des originalités comme des tunnels de lave géants sur la Lune, enfin leur entrée tout du moins. Et après, il y a d'autres nations qui envoient des sondes ponctuellement. Donc, il y a Chandrayaan-2, la sonde indienne. Elle avait un atterrisseur qui devait y aller, mais il s'est crashé. Et ensuite, la sonde israélienne Bereshit, qui s'est crashée ici en 2019. Donc, pas de chance pour ces sondes-là.
il y avait une polémique sur Bereshit, c'est qu'elle contenait des organismes vivants, et notamment des tardigrades. Et là, ça a un peu rouspété dans les instances aérospatiales parce que il est d'usage, quand on envoie des sondes sur un monde extraterrestre, de l'aseptiser à l'envoi et de l'aseptiser au départ, pour éviter de polluer les zones ou éventuellement de nous ramener des germes potentiellement dangereux. Néanmoins, la législation sur la Lune est moins sévère que celle sur Mars. Enfin, voilà ce qu'il y avait comme polémique. Alors, voilà le moyen de voir quel est le niveau de précision de la sonde Alero, puisque la question massive qui a été répétée lors de la dernière émission était comment se fait-il qu'avec la proximité de la Lune qui est à 384 000 km, on n'arrive pas à avoir des photos fiables, enfin surtout précises, on va dire. Alors voilà les plus précises qui ont été prises par Alero, c'est-à-dire qu'elle a baissé son altitude de moitié pour arriver à 20-25 km. Et au passage, au site Polyèdre qui nous dit qu'il y en a des plus précises sur le site Alero-C. J'ai vu passer le commentaire. Et en fin de compte, ils ont ciblé les sites d'atterrissage des missions Apollo. Donc là, on a la 12, la 14 et la 17. Et donc, on y retrouve les footpaths, donc les traces de pas des astronautes, a priori le LEM, ce qu'ils appellent Intrepid Descent Stage, et ALCEP, c'est des équipements scientifiques qui ont été déposés sur la Lune. Alors, pour celle du haut, Apollo 12, je vous cite une anecdote, c'est que vous voyez Surveyor 3. C'est une sonde qui s'était posée sur la Lune 2 ans plus tôt. Et quand les astronautes sont arrivés, ils sont allés jusqu'à cette sonde. Et ils ont déclaré qu'il y avait de la poussière sur Surveyor 3, de la poussière qui aurait été projetée lors de l'alunissage d'Apollo 12, c'est-à-dire à 200 mètres. Ça, c'est pour répondre à des polémiques sur la poussière. Alors, j'ai vu un commentaire passer disant qu'on ne peut pas bien voir les traces départ. Bon, en tout cas, il y a des traces. Alors, si c'est des traces de rover, ça peut être que sur Apollo 17, parce que le rover n'a commencé qu'à partir des missions Apollo 15. Donc, sur Apollo 14, il ne peut pas y en avoir. Donc, ça, sur la 12 et la 14, ça peut être que des traces de pas d'astronautes. Certains considèrent que ça fait partie des preuves des alunissages, mais d'autres le contestent en disant que ce n'est pas assez précis. Ouais, bon. Pas de chance. Alors, passons voir à la suivante. Alors, il y a une petite question sur le... Ouais, bon, je vais vous parler du drapeau. Lors des missions Apollo, la première mission Apollo, il y a le drapeau qui a été planté. Et quand la sonde a décollé, enfin, la sonde veut dire l'étage de remontée, ça a fait donc un impact, enfin une projection, et donc ça a mis le drapeau au sol. Donc pour l'anecdote, ils avaient décidé de planter les drapeaux plus loin. Et ce drapeau, la question est de savoir, puisqu'on parle de résolution, est-ce qu'il est possible qu'il soit vu par un astronome? Et des spécialistes disent que ce n'est pas possible avec des appareils d'astronomie amateur. Et même, ils précisent que même Hubble aurait du mal à le voir parce que Hubble est plutôt calibré pour voir des objets lointains. Il n'est pas calibré pour aller voir des objets comme ça à courte distance sur la Lune. Alors c'est bête, hein, mais on n'aura jamais enfin une photo très précise des sites Apollo. Alors voilà ce que j'ai agrandi au maximum ce que ça nous donne. J'ai pris ceux d'Apollo 14. Donc, comparé aux photos d'époque, bah, c'est difficile de parfaitement les identifier, j'en conviens. Parce que bon, là, il devrait rester que l'étage de descente, donc une sorte de crabe avec ses pattes là. Et sinon, bah, les instruments scientifiques, alors il y avait cette photo, la S14 67 93 76 là, qui correspondait à ça, mais on ne peut pas en tirer trop de conclusions. Edgar Dean Mitchell, bon, qui s'est fait connaître à d'autres occasions, hein, notamment pour ses déclarations fracassantes sur des ovnis et visites extraterrestres de notre système solaire, qu'on voit ici avec ses traces de pas. Mmh.
Donc, en fin de compte, alors je remercie les membres du site Magoni qui m'ont donné quelques réflexions et précisions techniques sur ce point. Et donc, on est en train de discuter de différentes possibilités. Soit effectivement, la sonde LRO n'était pas faite pour faire des photos de haute définition sur la Lune, puisque son but était plutôt de chercher d'identifier des sites d'atterrissage. Soit effectivement, elle avait les moyens de le faire, mais c'est resté secret. C'est pour cacher vraiment les réelles possibilités en imagerie, mais c'est qu'une hypothèse. Et puis, bien sûr, la possibilité qu'il y ait bien des photos à haute définition qui ont été faites sur la Lune, qu'on y ait trouvé des éléments gênants, et qu'en fin de compte, tout ça, ça a été caché. Et voilà pourquoi on ne voudrait pas nous donner des photos à haute résolution de la Lune. LRO, c'est un programme qui a coûté 500 millions de dollars. Donc, la morale de l'histoire est que si la NASA a encore 500 millions de dollars, elle n'a qu'à nous les donner, et nous, en contrepartie, on garantit qu'on fera des bonnes photos et très précises de la Lune. Alors, puisqu'on était aux missions secrètes, je parle de quelques aspects. Ça pourrait être beaucoup plus long, là je vous en mets juste quelques exemples. Un drone spatial américain, le X-37B, qui est parti 2 fois 2 ans dans l'espace à date, et dont on ignore les réelles fonctions. Donc, en tout cas, elle a une forte autonomie. Et certains disent que ça pourrait être du brouillage, du bombardement, de l'espionnage, et voire même des nouvelles méthodes de récupération d'énergie. Mais pour l'instant, rien n'est cadré. Et dès le début de la conquête spatiale, il y avait des missions secrètes et des armes qui ont été déployées dans l'espace. Alors ça, je vous cite le programme Istrebitel Sputnikov. Bon, le principe, c'est un satellite kamikaze qui se fragmente ou qui explose à l'approche d'un autre satellite pour le faire exploser aussi. Il faut savoir qu'il n'y a jamais eu de réelle action offensive dans l'espace, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu d'agression directe de nation à nation, sauf s'il y a eu par exemple des opérations d'aveuglement. Par exemple, les Chinois utilisent parfois des lasers pour aveugler les satellites américains qui passent au-dessus de leur territoire. Et donc là, ce programme de kamikaze avait été développé pendant quelques décennies, mais il est a priori stoppé. Mais il y a beaucoup d'autres armes qui ont été développées. Et un autre exemple, c'est que normalement, il faut déclarer les satellites quand on les lance dans l'espace. Mais en 2014, des astronomes amateurs et dans les sites de surveillance américains suivent le lancement d'une fusée russe qui devait déployer 3 satellites. Et ils s'aperçoivent tout d'un coup qu'il y en a un de trop. Tiens, la 4e, elle ne devait pas figurer là. Et en fin de compte, ils ont identifié un satellite non déclaré qu'ils ont appelé 2499, dont les fonctions sont encore non définies, mais il s'agit très certainement d'un satellite espion de reconnaissance, de brouillage ou autre. Et il y en a beaucoup des comme ça. Dans la partie que j'ai consacrée à ça dans mon livre, vous verrez, il y a beaucoup d'anecdotes d'armes spéciales qui sont déployées dans l'espace et tout le monde accuse tout le monde d'espionnage alors que tout le monde espionne tout le monde. Voilà. Alors, concernant la Lune, il y a de temps en temps des canulars qui circulent sur le net et celui-ci était assez croustillant. Alors, on nous a dit, c'est la photo de gauche, qu'il y avait une fausse mission Apollo 20, donc c'est-à-dire après la 17, qui serait allée sur la Lune, une mission américano-russe, pour explorer un navire extraterrestre dont on voit le photomontage ici. Et en fin de compte, cette photo, elle a été visiblement tirée d'un cliché Apollo original, l'AS-15P9630. Alors, je le dis un truc pour repérer les photos Apollo. Quand AS, ça veut dire c'est une photo Apollo, et après, le numéro qui suit, c'est celui de la série. Donc, Apollo 15 ici. Et en fin de compte, sur cette photo originale d'Apollo 15, en zoomant là où il y a la flèche, on aperçoit bien qu'il y a une espèce d'excroissance, mais rien n'indique que ce soit un navire extraterrestre. Il y a eu des vues d'artistes, des photomontages, et il y a même un film où on voit des présumés astronautes qui rentrent dans ce vaisseau et qui trouvent Mona Lisa, visiblement un cadavre extraterrestre mort. Oui, il s'agit bien sûr d'un montage, et il y a d'autres éléments qui le confirment sur la photo suivante. Oui, attends, j'ai un souci, j'ai fait bêtise. Ok, voilà.
Donc, dans ce film que vous pourrez, ce film canulaire que vous pourrez trouver sur le net, il y a aussi un moment, ces astronautes, ils aperçoivent une ville sur la Lune. Donc, la ville en haut à gauche. Mais déjà, première anomalie, on s'aperçoit qu'ils ont visiblement fait ça à partir d'une photo Apollo originale, la S-17-134-24-137, parce que si on la prend déjà, on voit que le fond, la première partie du panorama correspond plus ou moins, et quand on a grandi, on s'aperçoit que c'est carrément la même chose, quoi. Et ensuite, on a retrouvé l'origine de cette cathédrale, entre guillemets. Elle était prise dans un ouvrage, un ouvrage de book art, ou qu'on appelle aussi Deviant Art, donc qui illustre les prophéties de Nostradamus. Et donc, ils ont fait a priori un copier-coller de cette cathédrale. Donc, je pense qu'il n'y a pas de doute sur le canular d'Apollo 20. Il y a d'autres éléments qui circulent aussi. On peut en voir un autre. Alors, celui-là, il est plus complexe, et il y aura peut-être des débats dessus. C'est apparu en 2020. C'est un certain Jean-Michel Ténac qui dit que c'est un ami qui lui a donné, mais on n'a pas plus de précision. Et on voit une courte vidéo sur laquelle on voit donc une partie de la Lune et sur laquelle il y a 3 engins là, qui vont à très très vite. Est-ce qu'on peut estimer la vitesse? Oui, puisque on a le cratère Endymion ici qui fait 125 km. Donc déjà, ça vous donne une idée de la taille, hein. Donc, moi, je ne suis pas amusé à le calculer, mais sur certains sites, ils pensent que ça fait plusieurs kilomètres de long, voire même peut-être 20 ou 30, la taille des vaisseaux, et qu'ils pourraient aller à 300 000 km/h. Bon, c'est possible hein, de refaire les calculs avec la portion de la Lune et tout ça. Alors déjà, quand on voit ça, des distances pareilles et des vitesses pareilles, ça incite à la circonspection. Parce que le plus grand engin qu'on ait construit dans l'espace, c'est la station internationale ISS, qui fait 110 mètres de long, et en plus qui a été assemblée en plusieurs fois. Donc, et en plus, les plus gros engins qu'on construit sur Terre, c'est peut-être les porte-avions jusqu'à un peu moins de 500 mètres, mais alors des trucs de plusieurs centaines de kilomètres. C'est extrêmement douteux. Alors après, il y a des analystes qui ont dit qu'il y avait un problème d'ombre, c'est-à-dire que les ombres qui se déplacent comme ça, quand vous verrez la vidéo, ne cadrent pas avec le relief. Et enfin, il y a une contre-analyse complète de Captain Disillusion. Je ne sais pas si vous le connaissez, mais c'est un YouTuber américain qui entreprend de démystifier tous les plus gros canulars vidéo du web. Alors, il ne fait pas que les ovnis. Il fait aussi d'autres sujets, et en général, c'est documenté. C'est-à-dire qu'il c'est un spécialiste de la vidéo, il fait ça de l'humour, c'est pour ça qu'il se déguise, et il a trouvé d'autres anomalies. Notamment, il dit qu'il y a un mouvement improbable des nuages, c'est pas normal. Il y a un problème de distorsion qui a été repéré à un moment, et d'autres détails techniques que je vous laisse voir en anglais. Donc tout ça consiste à dire qu'on a très vraisemblablement une création CGI pour cette vidéo. Et d'ailleurs, bon, quelqu'un a réussi à la reconstituer, même si ce n'est pas indicatif. Parce que ce n'est pas parce qu'on arrive à refaire de la CGI que la photo originale est fausse. Mais en tout cas, bon, voilà toutes les objections qui ont été apportées à ça. Et on peut basculer sur un autre sujet. Oui. Avant d'aborder les objets mystérieux sur la Lune, on va parler de ce qui peut probablement porter confusion, parce que souvent, dans ces histoires de points noirs, de formation de points noirs qui passent devant la Lune, c'est une explication qui est apportée. Et ici, il semblerait que ce soit le cas. Sur cette vidéo, donc qui date du 23 février 2021, enfin qui a été publiée à cette date-là, où on voit effectivement bon, la Lune et apparaît dans le haut, vous le verrez sur la vidéo, c'est assez court, une formation groupée de points noirs qui traversent la Lune. Alors, on remarquera que si on fait des arrêts sur image, on voit que ce n'est pas une formation qui est très organisée, pas comme des objets en formation avec des écarts qui sont égaux entre chaque. Les écarts changent d'ailleurs au fur et à mesure que cette formation avance. C'est un peu fluctuant, donc tout indique à penser que c'est des oiseaux. Et d'ailleurs, dans toute cette vidéo, c'est la majorité de ce que disent les commentaires.
Donc là, c'était juste pour vous donner un exemple. Et voilà, ça c'est un dossier un peu à part. Je n'avais pas prévu d'en parler ce soir, mais avant de l'émission, on a reçu un mail de M. Idil qui gère le site Artivision, qui recueille beaucoup d'anomalies spatiales, on va dire, dont certaines sont très controversées, je le signale. Et en tout cas, il m'a demandé de parler de celle-ci. Donc, il faut savoir que je connaissais un peu ce dossier et qu'elle date donc de l'année 1969, qui reproduit dans Paris Match une série de photos d'Apollo 8. Et sur cette photo, sur une photo d'Apollo 8, il se dit qu'il y a un objet anomalique que j'ai indiqué par une flèche ici sur la face cachée de la Lune. Quand on l'agrandit, ça ressemble à un porte-avions. Alors, la première chose à faire, c'était d'abord d'authentifier la source. Alors, ce que j'ai fait, c'est qu'il y a quelque temps, je m'étais procuré le journal. Alors, je vais le montrer. Voilà. Donc, version originale, je l'ai acheté sur le net. Et donc, c'est page 32-33. Voilà ce qu'on y trouve. Donc, voilà le dossier. Et là, vous voyez, j'ai mis un petit post-it. Donc, tout ça pour dire que, effectivement, sur la version originale, l'anomalie figure bien. Bon, c'est juste un point. Voilà, après, vous voyez sur ce journal, il parle un peu de la Lune. Et voilà une belle photo en couleur. Bon, ça c'était Apollo 8, la première mission qui a fait le tour de la Lune. C'est la première fois que des hommes ont vu de leurs propres yeux la face cachée. Alors maintenant pour l'analyse, là encore on est sur des distances impressionnantes. On pourrait dire que si c'est vraiment un vaisseau extraterrestre, bon, qu'il fasse une trentaine de kilomètres, pourquoi pas, 26 je crois, plus précisément. Et la question est de savoir, est-ce qu'il s'agit d'un bug, d'une pareidolie. Certains le pensent parce qu'ils signalent que quand on agrandit cette anomalie, a priori c'est discontinu. Discontinu entre le corps principal là, et puis après la pointe. D'autres font remarquer que elle ne figurait pas, d'après l'enquête qui a été menée par ce site Artivision et puis Jean Sider à l'époque, ils ont contacté la NASA pour qu'elle leur donne la photo originale. Bon, j'ai retrouvé la photo originale. C'est une photo, donc, tiens, j'ai pas mis le numéro, mais il faut la récupérer, l'inverser. Et effectivement, j'ai cherché à voir si une anomalie, elle n'y figure pas telle qu'elle. Par contre, je vois une zone d'ombre ou une tige un peu anormale, mais ça ne ressemble pas à ça. Donc, mystère sur cet objet. Est-ce qu'il s'agit, si c'est vraiment une structure, si c'était une structure fixe, on la retrouverait sur d'autres photos, parce que bien sûr, il y a d'autres sondes, effectivement, qui ont survolé la zone. Donc, peu de chance que ce soit une structure fixe, à moins que toutes les agences spatiales bidouillent leurs photos. Donc, deux hypothèses. Hein. Soit c'est un problème qui s'est fait au développement, c'est-à-dire qu'ils ont eu la photo originale, mais une fois qu'ils l'ont développée, il y a eu ça qui s'est créé. Ou alors une pareidolie, ou alors une structure fixe, mais elle n'est plus là. C'est difficile de trancher hein, sur ce dossier. Et on a des photos forcément qui ont été prises depuis de cette zone. Ah oui. Mais on n'y a pas accès, c'est ça? Si, parce qu'il y a eu d'autres missions Apollo qui ont fait des photos, mais vous allez me dire c'est les Américains, et il y en a d'autres qui a priori sur les sondes japonaises qui l'ont fait aussi, mais a priori il n'y a pas d'anomalie. Il y en a qui pensent trouver une trace correspondant à est-ce que l'objet était positionné, est-ce qu'il y avait un objet de grande taille qui a été positionné là, mais c'est pas très clair quoi. D'accord. J'ai juste ouvert le dossier ce soir. J'aurais dû mettre la photo originale d'Apollo. On pourra le creuser une autre fois. Mais en tout cas, c'était pour relayer le dossier de M. Idil. Alors, maintenant, concernant les phénomènes mystérieux dans l'espace, il y a quelque temps, il y avait un astrophysicien français nommé André Braic, qui était assez célèbre parce qu'il avait découvert les anneaux de Neptune.
mais il n'aimait pas les ovnis. Et donc, il passait souvent sur les plateaux de télé pour dire que les soucoupes volantes, ça n'existait pas, les ovnis non plus, qu'aucun astronome n'avait jamais vu d'ovnis. Donc, je me permets d'intervenir pour corriger, parce que nous avons de nombreux catalogues qui certifient que des astronomes ont vu des objets non identifiés dans l'espace. Et je vais d'abord vous parler de certains catalogues. Alors, le premier, qui est A List of Sightings by Astronomers, une liste des observations par les astronomes, est un catalogue qui reprend plutôt des bases ufologiques, dont il a fait la liste ici, et qui a été fouillé pendant 4 siècles, et qui en a trouvé 372. Il s'agit cette fois-ci d'anomalies qui ont été vues par les astronomes dans l'air et dans l'espace. Je parlerai des sources après, je continue sur le deuxième catalogue, qui sont les livres de Charles Fort. Bon, Charles Fort, je suppose que vous êtes beaucoup à le connaître, c'était un homme qui cherchait toutes les anomalies, les curiosités qu'on pouvait trouver dans les livres scientifiques de l'époque. Et donc, il en faisait des recueils, et donc il faisait une liste de bizarreries dont certaines sont couramment expliquées, comme par exemple les chutes de pierres, les pluies de poissons, qui peuvent être explicables par des tornades, par exemple. Il nous parle de tout. Alors, il y avait des escargots géants, des histoires de loups-garous, de mutilation animale. Et il y a une partie qui est consacrée à l'aérospatiale, où on a des ovnis qui sont dans l'air ou dans l'espace. Alors, par exemple, les mystères de Norfolk, où début des années 1900, on avait des lumières qui se baladaient. Il cite l'énigme des airships aussi aux États-Unis. Et plutôt dans l'eau, là, il parle vraiment d'énigmes spatiales ou des météores très curieux et à comportement intelligent ont été vus par les astronomes. Alors que ce soit l'une ou l'autre, quelles sont la valeur de ces sources? Je dirais qu'il y a un problème sur la première, c'est que ce n'est pas des sources de première main, a list of UFO sightings, parce que ça renvoie souvent vers des revues qui ne citent pas forcément la source originale. Et moi, comme je cherchais la source originale pour en faire une compilation, il m'a fallu beaucoup de temps, pour ceux que j'ai réussi à trouver, pour retrouver le livre d'origine où c'est figuré. Par contre, Charles Fort, lui, il a eu le bon goût de mettre les sources à chaque fois. Et quelqu'un s'est même attaché à vérifier toutes les sources de Charles Fort dans ses livres. C'est TheReligiologist.net, Monsieur X, qui les a tous pointés une par une. Et donc, c'est très utile parce qu'on peut les récupérer. Donc, on a Nature, Scientific American et autres. Et ce qui fait que ces catalogues sont intéressants. Et il y en a bien sûr d'autres. Et je vous propose d'aller voir la suivante pour voir ce qu'on y trouve. Alors, depuis des temps assez éloignés, on a des astronomes, effectivement, qui nous disent observer, par exemple, des groupes d'objets non identifiés passant devant le disque solaire ou lunaire. Alors ici, j'ai trouvé quelques Français, notamment. Alors, Charles Messier. Alors, Charles Messier est un astronome réputé de l'époque, puisque c'est à lui qu'on a donné le nom du cratère Messier et Messier, qui sont en forme d'avande et très particulière d'ailleurs. Et là, il nous dit qu'il a observé d'une prodigieuse quantité de petits globules qui sont passés au-devant du disque du Soleil le 16 juin 1777. Bon, ça a duré 5 minutes et c'est observé depuis l'observatoire de la Marine. Donc là, après, vous pouvez prendre le temps de le lire. Là, j'ai mis la source pour le télécharger librement et gratuitement sur la Bibliothèque nationale de France. Et donc voilà ce qu'il nous raconte, c'est qu'il a vu toute une série de petits globules de forme arrondie, couleur brune. Ce qui est bizarre, c'est qu'ils étaient égaux entre eux. Et sur l'oblique qu'on voit sur le graphique, là, c'est la direction qu'ils ont suivie. Et donc, il exclut les tests de pluie et de grêle, ce qui est normal, parce que sinon, ça devrait tomber en vertical et non pas en oblique, ou d'oiseaux. Alors, bien sûr, il était pensé que ce soit des météores, un groupe de météores qui passent devant le disque lunaire. Et d'autres sources scientifiques, comme l'année scientifique et industrielle ici, nous signalent, reprenant l'observation de Messier, qu'il y en a eu beaucoup d'autres. Alors, par exemple, ici plusieurs astronomes, entre autres MM de Cupis, Buys-Ballot, Eric, etc.,
on signalait des passages de corps noirs et sphériques au devant du disque du Soleil. Et là, ils ouvrent une hypothèse, l'existence d'un corps planétaire entre le Soleil et Mercure. Bon, ce qui n'est pas possible. Il n'y a pas de planète entre le Soleil et Mercure, puisque c'est la première, on le sait. Et donc, ils se posaient des questions à l'époque. Et ce qui est notable, c'est que même si ces objets ne correspondaient à rien de connu, ils n'utilisaient pas le mot d'OVNI. Le mot d'OVNI n'existe pas. UFO, ça a été créé à partir des années 1950. Donc, parfois, un siècle plus tard. Donc, on peut continuer pour en voir d'autres. Celui-là est un peu plus connu, l'observatoire de Zacatecas, un astronome mexicain dit avoir observé 283 objets sombres. Alors, on peut se dire qu'il a dû prendre du temps à les compter pour en donner un chiffre aussi précis. Et ça, c'était le télescope d'époque. Bon, ça se voit, il est un peu rouillé. Et pour l'anecdote, il avait été offert par la France. Donc, l'observation de Bonilla a été photographiée. Il y en a eu plusieurs des photographies, ça c'est la plus connue, devant le Soleil. Et là, j'ai mis l'article de la revue L'Astronomie, revue d'astronomie populaire de Camille Flammarion. Donc ici, ça c'est les sources originales. À droite, on a la première page, et puis après, de gauche à droite, on a les trois suivantes. Comme ça, vous avez tout le dossier. L'astronomie avait conclu que ces objets étaient soit des oiseaux, insectes ou poussières à l'époque. Mais c'est une thèse qui avait été contestée. Et puis, la description ne correspond pas tout à fait. Et depuis, on a en 2011 une étude qui a été faite par des astronomes, dont j'ai mis la source ici, en anglais en bas, qui émet l'hypothèse que ce soit une comète fragmentée. Donc voilà pour ce dossier-là, il y en a des plus curieux, comme ceci. Alors nous sommes au 19e siècle. Donc je fais un rappel avant toute chose, c'est que les seuls objets volants pilotés, c'était les ballons, depuis ceux des frères Montgolfier en 1783. Et ensuite le premier dirigeable au monde, qui était celui d'Henri Giffard en France en 1852. Il y a eu quelques autres dirigeables, comme celui dans les années 1880, comme la France et d'autres plus tard, mais jusqu'à la fin de ce siècle, ils étaient très peu endurants. Là, Giffard a fixé le record à 30 km d'autonomie, et leur record de vitesse était 22 km par heure. Donc, ce n'étaient pas des objets très rapides, et en plus, ils ne les utilisaient pas de nuit, ou rarement, parce que c'était dangereux. Et pour l'anecdote, on parle souvent de surveillance technologique de nos jours, avec Internet, etc., de surveillance généralisée, mais lors du premier vol de Montgolfier, qui était aux alentours de Paris pour le plus réussi en tout cas, des gens s'inquiétaient, des gens protestaient parce qu'ils disaient « oui, maintenant on peut nous observer de haut ». Ils avaient peur qu'on puisse observer l'intérieur de leur maison, que le roi ou les autorités puissent faire ça. Enfin voilà, donc à la même époque, on a l'astronome français Coggia, qui le 1er août 1871 nous dit qu'il a vu ce qu'il appelle un météore. Donc je rappelle qu'ils les appelaient comme ça parce qu'ils n'avaient pas d'autre nom, parce qu'il aurait pu tout à fait dire OVNI vu le comportement, qui alterne des mouvements lents. Donc il part à 10h43, là il y a une reconstitution, il avance progressivement dans l'espace. Donc on voit le trajet, déjà qu'on voit qu'il est saccadé. Il est précisé qu'il y a des mouvements lents et des accélérations et des vols stationnaires, qui est strictement impossible pour un météore. Et ça, c'était des dossiers donc, qui étaient présentés à l'Académie des sciences. Compte rendu de l'Académie des sciences, toujours téléchargeable sur Gallica. Vous allez à la page et vous allez trouver ça. Et c'était Monsieur Le Verrier, qui est un astronome célèbre de l'époque, assez célèbre pour son caractère d'ailleurs. Il a fait quelques bonnes découvertes. Et donc, qui nous rapporte ça à l'Académie des sciences. Neptune. Il a découvert Neptune. Voilà. Et puis, on nous parle d'apparitions analogues. Là, c'est toujours... c'est Monvielle qui nous parle de ça, sans qu'elle soit extraordinaire non plus. Par contre, page 514, il y fait allusion à des phénomènes impossibles qui sont des météores zigzagants. Enfin, impossibles dans l'espace.
Parce qu'une règle, c'est que dans l'espace, un objet va toujours dans la même direction, sauf s'il subit une force extérieure. Une force extérieure, ça peut être par exemple une percussion avec un autre météore, ou ça peut être l'attraction d'une planète, par exemple, mais il est strictement impossible de voir ça. Et là, moi, j'aime bien la phrase, on trouve dans les rapports du comité d'émetteurs lumineux plusieurs exemples de trajectoires en zigzag très tourmentées. Alors, on peut passer à la suite, parce qu'en fin de compte, ces phénomènes de météores noirs, entre guillemets, vont se répéter à la même période. Et on les appelait des dark meteors en anglais. Donc ici, donc on a un article d'un astronome hollandais, Célier Muller, donc qui précise que ce n'est pas la première fois qu'on en rapporte. Et après, dans l'autre article de Fritz Hauptmann, on a le détail. Donc là, il nous fait le détail de tous les astronomes en 2 ans, enfin de 1992, si je lis bien, jusqu'en 1997, qui ont vu ces météores. Certains semblent ressembler à des pluies de météores, mais d'autres sont particulièrement étonnants. Parce que d'abord, ils ont des formes sphériques. Il y en a qui disparaissent en cours de trajet devant le disque lunaire, donc on les voit avancer jusqu'au milieu de la Lune, puis après, on ne les voit plus. Alors, qui changent de direction. Alors, sans percussion, ça, c'est pas possible. Des météores ascendants, ça, j'en ai trouvé. Alors, tout ça, c'est des exemples que j'ai mis dans mon livre avec les sources. Là, je vous fais que la synthèse. Des trajets sinusoïdaux, c'est pas mal aussi, zigzag, des corps liés. Alors, des météores qui semblent tous les deux liés, c'est quand même assez intéressant. Là, c'est le récit du commandant Georget, toujours dans une revue scientifique, l'Académie des sciences de Paris, là j'ai mis la référence, qui nous décrit un double corps lumineux, et c'était un militaire ingénieur. Voilà. Un météore lumineux assez brillant, couleur de la planète Mars, assez lent. Il diminue d'éclat. Et il l'a examiné avec une lunette, qui paraissait formé de 2 corps lumineux situés à peu près à la même hauteur, le plus brillant en avant. Les mouvements étaient soumis à des oscillations brusques durant une demi-seconde environ, et on en a coûté 4 à 5 par minute. On aurait dit 2 ballons lumineux reliés l'un à l'autre. Bon, ces histoires d'oscillation, c'est ça qui pose problème. D'ailleurs, je vais vous montrer un autre livre, si vous vous intéressez à Charles Fort, toute cette période-là, qui a été écrit récemment. Alors, c'est un pavé. Bon, à mon avis, il n'a pas été traduit en français. Moi, je l'ai commandé en anglais. Et en fin de compte, c'est une réanalyse de beaucoup de dossiers de Charles Fort qui s'appelle Redemption of the Damned. Et là, partie 1, c'est les phénomènes aériens. Et alors, il est assez bien documenté parce qu'on a plein de sources, de croquis, d'analyses, ce qui m'a permis de retrouver des vieux articles, y compris français. Et donc, effectivement, ce cas les étonne parce qu'ils ne comprennent pas un objet naturel ne peut pas se comporter comme ça. Je peux vous en montrer d'autres. Alors, météore à comportement insolite. Alors, encore un astronome, un peu plus tard, en 1914, William Frederick Denning, qui était aussi connu, un spécialiste des météores, puisqu'on avait observé plus d'1 millier. Et il a écrit un livre et des articles. Et dans cet article qui s'appelle Telescopic Meteor, Telescopic Meteor, ça veut dire des météores qui ont été observés au télescope. Et bien, il cite quelques cas qui sont inexplicables. Bon, le premier, c'est 2 météores qui se croisent en angle droit, en 1899. Alors ça peut quand même néanmoins arriver par le hasard. Si 2 météores vont dans des directions différentes, si elles se croisent, pourquoi pas? Ça peut former un angle droit. Le second, il est beaucoup plus compliqué. A crooked path, un chemin très tortueux, en 1902. Là, il nous fait le dessin. Visiblement, le météore se déplaçait tout droit, puis tout d'un coup, il change de direction, il fait comme une boucle, comme s'il voulait éviter un obstacle. Et après, on a le troisième cas, 1902, un météore qui avance de manière linéaire, c'est le premier schéma, et le deuxième, il devient sinusoïdal. Ça, c'est pareil, hein, c'est pas possible dans l'espace. La seule explication que donnent les spécialistes, c'est que ça pourrait être une erreur de perception de l'observateur. On en trouve pas mal des comme ça.
Alors, encore plus curieux, et plus tard, c'est un catalogue qui est mal connu, mais qui devrait quand même susciter l'attention. Si ça intéresse des personnes de travailler dessus, je les invite à le faire. Je veux bien m'y joindre parce qu'il est plutôt lourd. Alors, on peut le retrouver dans les références ici. Ça s'appelle le Fast Moving Lunar Phenomena. Donc, des objets se déplaçant rapidement sur la Lune, enfin des phénomènes se déplaçant rapidement sur la Lune. Ils appellent aussi des FMO, Fast Moving Object. Il en a fait un catalogue d'une quarantaine. Un en 1789, et après les autres, c'est plutôt dans la période moderne, jusque dans les années 90. Et c'est des astronomes qui ont dit avoir vu des objets se déplacer de manière intelligente. Alors, par exemple, ils citent le cas de VV Yaremenko en 1955, qui utilisait donc un appareil qu'il avait fabriqué lui-même. Ça, c'est le original drawing, donc dessin original de l'Observer. Et on voit un objet qui avance, qui épouse la circonférence de la Lune, puis tout d'un coup, qui va s'y poser. Ensuite, le deuxième, figure 3, observé à l'œil nu. Et là, a priori, il y a un objet qui décolle du haut de la Lune et qui y va là. Alors, je reprends le commentaire de Jean-Maurice. Il faut dire que les astronomes n'ont pas vu de nuit. Il cite Clyde William Tombaugh. Oui, Clyde William Tombaugh, de mémoire, c'était en 1949. Il a vu un groupe d'objets lumineux qui reste inexpliqué. Et on signale que Clyde Tombaugh, il était accessoirement découvreur de la planète Pluton en 1930. Ouais. Alors, sur celui-là, je vais y rester un peu parce qu'il y a le dernier cas. C'est Starlight, donc un objet comme une étoile qui apparemment fait un trajet à comportement intelligent puisqu'il se déplace comme un rectangle. Voilà, ça c'est quelques exemples. Il faudrait les creuser et les prendre un par un, trouver les sources originales. Je veux bien retourner encore sur la précédente. Oui, excusez-moi. Patrice, parce que c'est un des catalogues les plus étranges qui puissent exister. Oui, là, il y a Jean-Pierre Troidet qui cite Alfred Naon sur les anomalies lunaires. Si je me souviens bien, il a écrit La Lune et ses défis de la science. Et il y a d'autres catalogues de ce type. Celui-là, il est vraiment intriguant parce qu'on a vraiment des comportements particulièrement inexplicables. Hein. Ça, sur la Lune, ça peut pas arriver et il serait intéressant de les creuser. On trouve aussi des catalogues dans The Strolling Astronomer. The Strolling Astronomer, c'est une revue d'astronomie qui existe toujours, qui a été fait pour recueillir tous les comptes rendus astronomiques du monde entier. Et j'ai commencé à en éplucher. Donc, je l'ai pris par hasard sur certaines années parce que j'ai trouvé une référence. Et j'ai dû m'arrêter sur chaque année parce qu'il y a tellement d'anomalies qui étaient citées entre les lumières étranges, les lumières qui se déplaçaient, les formes qui apparaissaient sur des cratères. Enfin, voilà. Donc, tout ça pour dire qu'il y a beaucoup de sources. Et là, vous avez le cratère Platon. Et vous avez la mare Imbrium, la mer des puits. Parce qu'il a fait une étude, donc Arkhipov, qui était un radioastronome russe. Il dit que la moitié de ces phénomènes se déroulent sur Mare Imbrium, la mer des pluies. Alors bon, je la localise ici. D'autres auteurs ont fait des études sur la récurrence ce qu'on appelle les PLT, dont je vous dirai un mot. C'est les phénomènes lumineux expliqués. Et ils ont identifié différents cratères où ça se produit le plus, comme Aristarque. Mais ici, on a le cratère Platon, qui est un haut lieu de récurrence à PLT aussi. Bon, voilà pour la localisation. On peut passer à la suivante. Et donc, le dossier dont je parlais. Les PLT. Oui. Là encore, au vu de la masse de PLT qu'il y a, eh bien, il faudrait passer des heures. C'est pour ça que j'ai mis que cette page dessus. De quoi il s'agit? Alors, on a soit des obscurcissements, soit des luminescences. Des obscurcissements, c'est-à-dire que des astronomes, depuis plusieurs siècles, disent, voilà, tel cratère a disparu. Et on voyait que comme s'il était recouvert d'une brume sombre, ou alors on a vu des noirceurs inexpliquées, tout d'un coup, masquer le relief à tel ou tel moment. Et au contraire, on a des lumières qui apparaissent. Ici, vous avez un exemple qui est clair. Vous avez la Lune
j'ai mis la petite flèche noire, on y voit une lumière. Il y en a qui ont été vues de beaucoup plus près. Et ce n'est pas uniforme, c'est-à-dire qu'on a des lumières qui flashent, qui forment des lignes, des stries, des lignes brillantes, qui clignotent, qui oscillent, qui se mettent en groupe, qui semblent former des lettres, et après différentes couleurs. On a du rouge, du bleu, du vert, du jaune, du blanc, et certaines semblent avoir plus rarement, néanmoins, des déplacements contrôlés. Donc, il y a eu le premier rapport qui est librement téléchargeable, le TR-R 277 de la NASA, il en contient 569, et par des astronomes célèbres. Donc, après, il y a une extension de l'astronome américaine Winifred Sotell-Cameron, qui en a retenu 470. Il y en a qui ont été photographiés par l'émission Apollo aussi. Ça se présente comme soit une zone qui est très illuminée, ou alors on a des successions de points. Et pour les expliquer, certains pensent que ça pourrait être des reflets de la lumière du soleil sur la régolithe, entre autres, que ça pourrait être des luminescences, que ça pourrait être des décharges d'électricité, que ça pourrait être le soleil qui se reflète sur des nuages de poussière, ou alors des remontées de gaz souterrain. Il y en a une qui a été identifiée comme ça par l'astronome Kozyrev, parce qu'il a mesuré qu'il y avait des remontées de gaz et ça a produit une luminescence rouge en 1958, par exemple. Donc, dans certains cas, on sait que ça peut être ça. Mais, Alphonse. Donc, voilà pour cette partie-là. Elle serait vraiment à creuser parce qu'il y a quand même de belles photos de PLT. Oui. Ouais, alors, ce que je vous présente ce soir, ça fait vraiment partie des éléments les plus intrigants sur la Lune. Surtout les déplacements. Bon, ça c'est... Ah oui, alors la croix lumineuse. J'ai pas eu le temps de voir le commentaire, ça va trop vite. Je reviens en arrière. Bon, je reviendrai quand on aura... Voilà. En plus, non, ça concernait la croix lumineuse. C'est celle de Curtis, j'en ai parlé sur la dernière émission. Tu veux que j'avance encore? Non, mais j'irai tout à l'heure voir les... Moi, je le récupère. Je regarde le chat si je peux... Ah oui, alors il y a la fameuse croix lumineuse ou X photographiée. Alors, j'en ai parlé dans la dernière émission qui s'appelle Mystère lunaire. Et en fin de compte, on a différentes croix qui ont été identifiées sur la Lune. La première, c'était la croix de Curtis. Il y a la croix de Tycho. Et il y en a beaucoup d'autres. Et en fin de compte, si elles réapparaissent toujours au même endroit, souvent, c'est des massifs rocheux qui, sous certaines conditions d'illumination, vont apparaître comme des croix. Et j'ai montré des exemples de ça. Mais sinon, si vous lisez le livre de Seb Janiak, qui s'appelle Anomalie lunaire, lui, il a fait la chasse à tout ce qui était expliqué sur la Lune, selon lui. Donc, là-dedans, il a fait toute une liste de croix qu'il avait repérées. Et il en avait plusieurs dizaines. Et des croix naturelles. Pour l'instant, on n'a pas trouvé de croix énigmatiques à ma connaissance. Donc voilà pour les croix. Les anomalies photographiques. Alors, il y a des bizarreries sur les photos Apollo, sur les photos d'émission Apollo, c'est-à-dire que vous allez trouver à un certain moment des objets tout petits, mais une fois qu'ils seront agrandis, ça vous donne... ils sont dans l'espace aérien, a priori, et qui vous donnent des formes plus ou moins curieuses. Et là-dessus, je n'ai pas les explications, parce qu'on peut juste faire des recherches avant ou après, pour voir si ça se répète. C'est une méthode aussi que je conseille. Quand vous faites des recherches sur les photos Apollo, là vous avez la 20416 par exemple, vous regardez la 20415, 414, puisqu'elles se suivent. Et ce qui pourrait être à voir si ça se répète. Mais là, ça ne se répète pas. Et donc, ça pourrait être soit un bug ou autre chose. Alors, il y en a un paquet comme ça. Bon, pour faire une deuxième, là, ça ressemble à une espèce de méduse. Il faut les trouver. Hein. Ou un objet spatial. Il faut vraiment avoir l'œil. Oui. Et celle-ci, elle n'est pas trop mal aussi. Là, il faut la trouver aussi. Donc, j'ai mis la pointe. En agrandissant, on voit 3 points bleus. Cette fois-ci, il y en a 3 et ça semble être entouré d'une matière rouge. OK.
Et donc là, alors celui-là est beaucoup plus... Excuse-moi. Bon, pour rester sur celui-là, parce que j'avais plus grand-chose à dire sur le bleu, mais le bleu, des fois il y a des reflets bleus aussi, donc, mais qui sont dus, il y en a qui l'ont fait sur des sites qui ont répertorié tous ces mouvements bleus, il y en a qui ont l'air tout à fait naturel, mais bon. Celui-là, il est beaucoup plus curieux parce que c'est un film. Et c'est-à-dire que quand le module lunaire s'est séparé du module de commande sur Apollo 17, il y a un objet qui passe au-dessus, on le voit très bien sur la vidéo, et qui tourne sur lui-même et qui comporte apparemment trois lumières. Et celui-là, on en avait parlé avec Nurea quand on avait été invité sur C8 dans le dossier Enquête paranormale. Vous pourrez le retrouver ici, le film complet. Ça ne dure pas très longtemps, hein, mais là, c'est absolument anormal de voir effectivement un triangle, une sorte de triangle qui tourne au-dessus des missions Apollo. Parce que officiellement, et à ma connaissance, il n'y avait aucun autre objet. Ou peut-être des sondes à vérifier. Sinon, il n'y avait rien d'autre que le module en orbite lunaire. Ouais. Okay. Donc voilà un dossier bien énigmatique. Alors là, je fais une petite digression concernant l'ISS, parce que je vais vous parler d'Alberto Mayer, mais avant, je vais vous montrer ce qu'il fait. Bon, c'est un astronome italien et qui, au vu de ses travaux, a l'air d'être plutôt bon, puisqu'il a réussi à photographier l'ISS de manière très précise. Alors, ce n'est pas le seul astronome à l'avoir fait, mais à l'avoir photographié l'ISS, comme elle passe toutes les heures et demie autour de la Terre, en s'y prenant bien et au bon moment, puisqu'il y a des sites qui indiquent où elle passe, on peut la retrouver et l'attendre. Et par contre, le faire d'une manière aussi précise, c'est très rare. Alors voilà, il y en a qui disent sur Internet que l'ISS n'existe pas, mais bon, on arrive quand même à la prendre en photo. Et voilà, on peut passer à la suivante en précisant que c'est loin d'être la première station spatiale, hein. Il y avait Skylab, Mir, Salyut et bien d'autres, et des stations chinoises aussi. Et voilà ce qui pose problème ici, dans cette observation de cet astronome en 2007, c'est qu'il a filmé, en filmant la Lune, il a vu un objet inconnu, une forme ronde et non déterminée, comme ça, survoler la surface. On peut voir la deuxième, où ici, vous avez le trajet parcouru par cette forme. Bon, ça a fait couler beaucoup d'encre. Les seules hypothèses que certains ont voulu avancer, et c'était que ce soit une confusion qu'il y a un ballon dans l'atmosphère. Ce que je propose, c'est qu'on passe le film. Alors, mission plus complexe, il va falloir sortir de la diapo et passer le film qui s'appelle Alberto Meyer. Alors, Alberto Meyer, le voici, le voilà. Donc, on rend tous les crédits. Alors, pardon, par contre, il faut... Attends. Alors, je ne sais pas, oui, c'est la première fois qu'on le fait, je ne sais pas si ça va passer. Je vais le bloquer là. Ici, il va passer. Il faut que je fasse ça. Et que je fasse écran partagé. Le film, il est où? Il est là, je crois. Ouais, c'est ça. Et donc, je fais partager. Et je lance le film. Et voilà. Ah, superbe. Ben, effectivement, donc il l'a fait, en deux parties. Alors là, il s'approche du cratère Eudoxus. Oui. Donc, ce qui est bien, c'est qu'il a mis les caractéristiques techniques, il a dit quel appareil il avait utilisé. Donc, ce qui permettra que s'il y a des astronomes professionnels amateurs qui veulent reprendre ce dossier-là, ben, ils pourront le faire et éventuellement nous donner leurs avis. Moi, ce que je vois, c'est qu'il n'y a pas d'ombre. Ça me gêne un peu. Oui, c'est ça. Donc, ce n'est pas forcément à la stricte surface de la Lune, quoi. Parce que s'il était à la surface, vu l'éclairement, on devrait voir une ombre. Enfin, on ne connaît pas la distance en réalité. Oui. S'il est à 100 000 km de la Lune, c'est normal qu'il n'y ait pas d'ombre. Et là, donc, il commence à bifurquer et on note que c'est assez lent. Oui.
On dirait une amibe. Ouais. Ok. Bon, voilà pour ce premier cas. Alors, écran partagé. On revient là, je suppose. Et Alors celui-là, vous le trouverez, j'ai mis les références. Je ne vais pas télécharger la vidéo. Ça s'appelle UFO Flying Across the Moon, 21 mars 2019, parce qu'on n'y voit pas grand-chose. Donc on y voit juste effectivement ce qui ressemble à des taches avancées avec des changements de direction sur le croissant de la Lune. d'accord. Donc je vous le passe, vous pouvez le trouver sur le net. Et celui-là, il est beaucoup plus intriguant. Donc c'est une vidéo qui a été prise en Russie. Bon, ça se voit. Je l'ai aussi, oui. Oui. Tu veux qu'on la passe? Oui, on peut la passer, oui. Et donc on y voit des points qui passent comme ça. Ça s'appelle UFO Army on the Moon. Vous pouvez la retrouver sur la net. Hop. Là, partager. C'est ça. Et partager. Et on démarre. Donc là, elle a du mal à stabiliser. C'est pas la vidéo entière. Hein. Je suis arrivé juste au moment intéressant. Alors là, il n'y a pas le son. C'est pas la peine. Ouais. C'est en russe, de toute façon, on comprend rien. Et puis de toute façon, il vaut mieux pas le mettre. Pour des raisons de droit. Là, vous voyez sur la Lune, donc des points qui avancent. Donc c'est en russe, on entend la personne s'exprimer en russe, et dans les commentaires, bon, bah, évidemment, pas mal d'hypothèses, mais il n'y a personne qui arrive à déterminer ce que c'est. Il n'y a pas de trace apparente de trucage. Mais il y a sur le net des vidéos où on voit des objets qui passent devant le disque et qui ont une ombre portée. Oui, il n'y en a pas beaucoup, je sais que j'en ai vu, il n'y a pas si longtemps. Ok. Il y en a une deuxième série, et la plus intéressante. C'est une escadrille, oui. Il y en a un sacré paquet, là. Alors, il faut regarder les vitesses. Les vitesses, et si je me souviens bien, elles sont pas identiques. Voilà, il y en a qui se rattrapent, il y en a qui se séparent. Les pulsations aussi. Ça fait penser à les oiseaux, je suis désolé. Je crois que c'est fini, je crois. Oui, donc ça, c'est une vidéo à réétudier en prenant le temps et avec un point de vue technique. Alors, donc voilà, c'était cette vidéo. Et là, j'aimerais bien pouvoir avancer. Ah, ça y est. Bon, ça, c'était la deuxième. Et celle-ci, elle est particulièrement intrigante. Alors, j'en parle avant. Donc, c'est un astronome italien qui s'appelle Alessio. Et en 2018, il a filmé la Lune et il a confié cette vidéo à The Black Vault. The Black Vault, c'est un site qui est assez connu aux États-Unis parce que il utilise la loi FOIA pour demander des déclassifications d'archives. Et il en a plusieurs millions de pages sur son site. Donc, c'est sa spécialité. Et puis, il est reconnu pour être pragmatique. Donc, c'est John Greenewald. Et c'est-à-dire qu'il ne se fait pas avoir par les canulars, ni par les fausses informations.
Et donc, il en conclut, ce qu'il a fait, c'est qu'il a pris cette vidéo, il l'a mis sur son site, et là, il a invité des spécialistes à venir s'exprimer. Et à la vue de ces éléments, ils en ont conclu qu'ils rejetaient les hypothèses d'insectes, d'oiseaux, parce qu'a priori, ça va trop vite pour être des oiseaux, des chauves-souris, puis ils ont analysé aussi pour voir s'il y a des manipulations CGI, il n'y en a pas. Donc voilà, ça c'est le cas, un des cas les plus intrigants sur la Lune. Donc ils disent de faire attention aux vitesses, de regarder dans ces cas-là si les objets vont dans les mêmes directions, s'ils changent de direction. Et ensuite, il y a des questions de pulsation ou de contour à vérifier sur cette vidéo. Ouais. C'est la même, je pense. Ouais. Oui, ça c'est la même. Ouais. Je crois que c'est sinon une conclusion, du moins une postface. Ah oui, ça sera la conclusion, ça. Mais on peut aller voir les vidéos de Oui, The Black bien Box. sûr. Alors, pour ça, il faut arrêter. Il faut aller là. Donc, ça doit être celle-là. Oui, pas OK. Donc, hop, là. Et partager. OK. C'est parti. Donc là, ça va. Bien sûr, il faut connaître la distance, mais ça va quand même assez vite. Hein. C'est ultra rapide, là. C'est des centaines de kilomètres par seconde. On en a un autre. Deux autres. Voilà. Ouais, c'est pas très oiseau, ça. Hein. Et des satellites, il y en a un peu trop. Qu'est-ce que ça peut être? Ouais, mais on ne voit pas d'ombre. C'est la pleine lune, donc elle est éclairée en face. Si ça passe devant, ça devrait mettre des. Il n'y aurait pas une ombre qui devrait apparaître sur le disque de la lune? On peut la repasser, hein, elle est courte. Ouais. Allez, c'est reparti. Oh, il me semble qu'il y a une autre aussi, j'ai oublié de vous dire. Au centre, il y a un petit point qui se déplace vers la gauche. Oui. Et donc. Oui. Deux petits points. Et là, il y a une ombre. Oui. Quelque chose qui ressemble à une ombre. Ah oui, ça m'impressionne plus que les missiles. Alors, il y a un problème de forme aussi. Hein. Il y en a qui ont souligné ça. Et donc, sur le site, là, ils disent que c'est trop rapide pour être des oiseaux. Ça ne correspond pas. Bah, ça dépend. Ouais, je ne sais pas. Mais bon, c'est difficile de savoir. Je préfère ne pas dire. Alors, c'est vrai que là, on voit bien ces deux choses qui passent tout doucement dans le disque de la Lune, là, ici, là. Ouais. OK. On va peut-être arrêter quand même. Oui. Alors, écran partagé. Donc, je vais revenir dans 2 secondes. Alors, il faut faire, excuse-moi, il faut faire écran partagé. Il faut faire ça. Voilà. Donc voilà ce que je pouvais vous dire sur les mouvements sur la Lune. Moi, dans chaque catégorie, c'était vraiment des extraits parce que des observations de ce style, il y en a beaucoup. Il y aurait des recherches à faire sur les vidéos sur le net. J'en ai vu d'autres passer, mais il faudrait vérifier. Il y a une méthode qui consiste à voir les commentaires. Alors, des fois, ça peut être long parce que vous allez avoir 500 000 commentaires, mais des fois, si c'est un fake, il y a quelqu'un qui peut mettre le lien sur le fake qui a été démonté pour telle ou telle preuve. Et donc, voilà comment on peut les trouver. Quoi. Ou sinon, aller voir sur des spécialistes en démystification, comme Captain des Illusions, UFO Interest ou autres, s'ils n'ont pas abordé déjà ce cas-là. Donc, voilà pour la Lune. Et puis, là, c'était une petite extension pour tenir au courant des activités ufologiques, bon, en France, mais aussi aux USA, où l'actualité est assez chargée. Concernant le CIPO,
donc collectif d'intervenants sur le phénomène OVNI. Voilà la déclaration commune qu'on avait faite. Et on a travaillé depuis, par exemple, je peux surtout vous parler de la première partie qui concerne le contact avec les officiels. Puisqu'actuellement la question se pose aux États-Unis et on voit qu'il y a certains officiels qui ont travaillé, par exemple, dans le comité de renseignement dans cette conférence d'anneau sécurité, qui commencent à intervenir. Donc, on a d'abord fait le point avec ceux qui l'avaient fait il y a quelques années. Alors, par exemple, il y a Claude Lavatte qui avait envoyé une lettre en 2008 au président Nicolas Sarkozy, et ça a eu des suites. Et puis sinon, il y a M. Boudier, Alain, qui était président de la Sigma, qui avait initié des contacts. Donc, il a eu la gentillesse et la transparence de nous faire part de ces contacts qu'on a publiés sur le site du CIPO, le site Internet et le site Facebook. Et il a eu des contacts, par exemple, avec un commandant de navire marchand, il a eu des contacts avec le Cometa, ce qui nous a permis d'apprendre de nouveaux cas, et des cas époustouflants, des rencontres aériennes ou maritimes. Donc tout ça, c'est détaillé sur le site. Et là, il nous raconte comment ça s'est passé aux États-Unis, parce qu'il est aux États-Unis, et il avait fait une réunion à l'ambassade de France, où il avait aussi rencontré des homologues là-bas. Et ce qu'on fait au niveau, donc sur la base de ces démarches qui ont déjà été engagées, on engage aussi, on a commencé à prendre contact avec des officiels français, mais de manière discrète et en respectant l'anonymat, pour leur demander de faire pousser et de faire connaître notre démarche et les bénéfices qu'ils pourront retirer. Donc voilà, par exemple, pour l'action au niveau des officiels. Et concernant le fait que des médias mainstream ou des organismes publics ne parlent jamais de grandes vagues qui sont produites en France. Alors, je prends la vague de 1954, dont aucun média ne parle, ou d'autres qui sont mises visiblement sous le tapis ou ignorées. Nous, on a pris la décision de remettre ces informations à disposition du public. C'est-à-dire qu'on va continuer à organiser des émissions comme celle de ce soir. Par exemple, les mystères lunaires, je ne vois pas beaucoup d'émissions qu'on parle de notre non plus, ou des astronomes français qui ont eu ces choses, c'est complètement ignoré. Donc, on continuera à mettre l'information à disposition du public et on défendra les intérêts de l'ufologie privée, surtout l'intérêt qu'elle représente pour le public, et notamment les bases de données qui sont extraordinaires par rapport à celles du public, de l'ufologie publique, j'entends. Voilà. Et oui, comme on en parlait la dernière fois, le site historique de la Défense a ouvert, comme le signale Polyèdre, un fonds OVNI qui couvre la période 1954-1983. Ça apparaît sur le site Facebook du mois de mars, où vous retrouvez l'article sur le site historique de la Défense qui est situé à Vincennes. J'ai contacté le service rapidement pour savoir quelles sont les conditions. A priori, ça ne se fait pas comme ça, on ne peut pas cliquer et récupérer les données. Il faut s'inscrire. Il faut s'inscrire, que ce soit par courrier ou par informatique. Mais en tout cas, c'est bien. C'est un effort, on ne sait pas encore ce qu'il y a dans ce dossier, mais c'est bien d'avoir fait un effort de transparence sur une trentaine d'années. Surtout sur la vague de 54, on sait déjà qu'il y aura beaucoup de choses. Et puis, sinon, pour les autres actualités en France, bon, il y a une conférence qui a été remarquée, celle... alors, il me dit 21 cartons, me dit Polyèdre. Bon, ben voilà, on a la réponse à la question, ça sera du lourd. Je regarderai les liens aussi. Donc, il y a cette conférence qui a été remarquée parce qu'il y avait Luc Dini, président actuel de la TROSAF Sigma 2. Il y a Alain Juillet, qui était à la tête du renseignement en France pendant une certaine période. Jean-Claude Bourré et Jean-Pierre Petit, qu'on ne présente plus. Et donc, tiens, je vois Gilles qui me dit à propos que des membres du SSO se sont rendus là-bas. Eh ben, bonjour Gilles et merci de l'info. D'ailleurs, si vous en avez plus à dire, n'hésitez pas sur votre site ou à nous contacter pour en parler. Ça m'intéresse beaucoup de savoir ce qu'il y a dans quelles conditions c'est récupérable. Et on pourrait faire ça de commun avec différents ufologues. Donc cette digression étant faite, je reviens à notre conférence. Il me dit très compliqué. Bon. On n'avait jamais garanti que ce soit facile, mais bon, on verra.
Donc, concernant la conférence, donc c'est un débat de haut niveau et on sent tout de suite que c'est pas un débat où on va débattre de lanternes thaïlandaises, de gens qui confondraient des ovnis avec la Lune ou qui ont des problèmes avec la science-fiction. C'est pas du tout ce niveau-là, puisque là, on apprend des informations très intéressantes. D'abord, des attentions étrangères pour le rapport Cometa. Quand le rapport Cometa a été publié en 1999, on dit que nul n'est prophète dans son pays. Et ben c'est ce qui s'est passé, c'est qu'à part 3 médias qui ont publié des articles contestables et moqueurs, souvent sur ce rapport, ça n'a pas été plus loin. Par contre, il y a eu un intérêt peut-être du gouvernement français, d'après ce qui se dit, mais à haut niveau, et surtout étranger. C'est-à-dire que les Américains, les Israéliens, d'après ces déclarations lors de cette conférence, ont été très intéressés par le Cometa, qui conclut, on va le rappeler, sur la base d'une étude de cas aéronautique, notamment, que l'hypothèse extraterrestre est la plus, si j'essaie de me remettre les mots, est la plus crédible parmi toutes celles évoquées pour ces incursions d'OVNI. Alors là, c'était Alain Julier qui est intervenu, et en spécialiste du renseignement, il nous dit qu'il est très difficile de conserver des secrets technologiques, puisque la question des ovnis est qu'ils présentent des caractéristiques qui n'ont rien à voir avec l'aéronautique. On va dire par exemple le vol stationnaire suivi d'accélération fulgurante. Aucun objet au monde, ni même des drones, n'est capable de le faire. J'entends dire une vitesse nulle qui passe de soudain à supersonique. On n'a qu'un seul avion au monde qui est capable de faire du vol stationnaire et d'ensuite de dépasser Mach 1, c'est le F-35B Lightning II, et il lui faut un certain moment pour arriver à ce niveau-là. Peut-on espérer un rapport Sigma 2? On se donne quelques mois pour ça, et on verra. Et donc, pour les secrets technologiques, l'idée est que si jamais il y avait une nation dans le monde qui avait découvert depuis des décennies les moyens de développer un nouveau mode de propulsion pour les ovnis, on ne saurait peut-être pas forcément exactement ce qu'il en est, mais on aurait au moins eu vent des pistes qui creusaient. C'est ce que m'a confirmé aussi une journaliste et d'autres spécialisés en aérospatial et d'autres personnes. Il insiste sur les capacités non réplicables des ovnis. Oui, la question n'est pas d'en citer une, mais à un moment, dans une émission qui traitait de la technologie, j'en avais listé 15 des caractéristiques ovni qui étaient non réplicables ou très difficilement ou très tardivement par l'aéronautique. On pourrait discuter des formes improbables, hein, comme les sphères ou les disques, des vitesses qui sont parfois entre 5 et 10, ou le record que j'ai eu, c'est 53 fois plus forte que le record mondial. Des tailles Pas de boom supersonique. Ah, voilà. Alors ça, on va s'arrêter là-dessus parce que beaucoup le disent. Donc, il n'y avait pas que sur cette conférence qu'il précise. Et je vous confirme que historiquement, dès la vague de 47 aux États-Unis, on voyait des disques volants qui, des fois, je me perds en suivant le chat, donc il faut que je reste concentré sur ce que je raconte. Des disques volants qui passaient le mur du son, qui allaient à 3 ou 4 000 km par heure, sans générer de bang sonique. Ce qui officiellement est impossible. La seule technologie qui s'en approche, c'est une technologie qui est en cours de développement, qui s'appelle Supersonic X-59 de la NASA. Ils étudient la possibilité pour 2024 de produire des hypersoniques dont la signature acoustique serait réduite pour le bang sonique. Et on en est là. Et pourtant, ça fait plus de 70 ans qu'on voit ces ovnis passer sans bang sonique. Alors après, il parle des anomalies de la vague du 5 novembre en citant un général qui a vu donc à bord d'un avion des anomalies et d'autres. Les témoignages de pilotes, on revient sur celui de Jean-Charles Duboc, ça c'était dans le témoignage de Dominique Friol, enfin dans le reportage, où Jean-Charles Duboc avait dit avoir vu un énorme disque lumineux. Bon, et bien là, cette fois-ci, on a le témoignage de sa copilote.
Ensuite, Jean-Pierre Petit développe sur les MHD. Et on nous parle des blocages médiatiques et scientifiques qui sont toujours présents. La physique quantique, oui, ce sera un thème à creuser parce que certains ovnis semblent avoir des comportements similaires à ceux de particules. Alors, il se passe en mécanique quantique des choses très compliquées au niveau des particules. Par exemple, plus on mesure leur vitesse, moins on mesure leur position, et inversement. Donc ça, c'est le principe d'Heisenberg. Ils peuvent prendre plusieurs chemins en même temps. Il y a des phénomènes d'intrication quantique où deux particules semblent partager instantanément les mêmes informations. Et on a l'impression que parfois, dans le phénomène OVNI, il pourrait y avoir des comportements similaires. Et c'est un des grands thèmes de recherche au niveau fondamental, c'est de trouver le point commun entre des liens ou la liaison entre la relativité générale et l'univers quantique. Et peut-être qu'il y a des intelligences qui ont réussi à le faire, ce qui expliquait toutes ces bizarreries. Et puis après, donc dans cette conférence, il parle d'aspects religieux et puis de prospective. Voilà pour ce dossier-là. On aimerait avoir des débats aussi intéressants et aussi creusés un peu plus dans les médias. Ouais. Ok. Et pour terminer, je peux vous parler de l'activité aux États-Unis, le dernier document. Oui, je t'en prie. Il y a un document derrière encore. Ah oui. Et que j'ai encore un problème. Ah oui, il est. Voilà. Parce que, disons-le, depuis 2017, c'est aux États-Unis que ça bouge et que on n'a jamais vu un tel revirement de situation. Parce que aux États-Unis, les médias qui se moquaient depuis des décennies, des gens qui voyaient des ovnis, ils ont progressivement, à partir de 2017, changé d'avis avec les révélations sur le programme A-Type et surtout les témoignages des pilotes comme David Fravor ici, qui passe sur CNN pour dire que l'OVNI Tic Tac qu'il a vu avec ses collègues sur différents avions, ça ne venait pas de ce monde. Ce sont ces mots exacts. Et en fin de compte, tout a plus ou moins commencé par ça. Avec cette affaire de Tic Tac, une partie de la vidéo est apparue dans le public. On y voit, c'est assez court, peut-être 2 minutes, où on voit un zoom qui est fait sur cet objet qui a l'air de la forme de tic-tac noir. Alors c'est normal, la couleur est inversée, hein. Ça dépend des modes infrarouges. Mais grosso modo, si on réunit tous les éléments, ce tic-tac, il était observé près des côtes de San Diego en 2004, depuis un certain temps déjà. C'est les radaristes Kevin Day et d'autres qui l'ont signifié. Ces ovnis, ils arrivent par grappe à très haute altitude, à 24 km d'altitude par exemple, et tous en même temps. Ils ont des vitesses variables, ils sont capables de faire du vol stationnaire, des vitesses lentes, mais des vitesses délirantes, avec une moyenne à 38 000 km par heure. Et ils s'approchent. Et donc, au vu de ces éléments, on a décidé de faire décoller plusieurs pilotes. D'abord, il y en a un premier qui est approché, qui a vu un bouillonnement sur la zone. Puis après, c'était David Fravor et Jim Slate, son coéquipier. Il y a une autre personne, une pilote, une femme qui a témoigné. Et ensuite, il y a une troisième équipe qui est allée sur place. Chad Underwood, qui a lui témoigné et dit que cet objet ne se déplaçait pas selon les lois de la physique parce que ça se déplaçait comme une balle de ping-pong dans toutes les directions. Le point le plus important dans cette vidéo, c'est qu'elle a été un peu altérée en qualité et qu'on a supprimé la latitude, les longitudes et qu'il existe une vidéo plus longue. Et ça, on le sait dans ce rapport scientifique, Forensic Analysis of Navy Carrier Strike, donc Carrier Strike, c'est un groupe aéronaval, et ils ont refait tout l'historique, et il y a bien 18 personnes sur une Nimitz et le Preston, pour les navires de guerre, qui ont vu la vidéo longue. Une vidéo longue de 8 à 10 minutes, où on se passe ce qui est en train d'être décrit. C'est-à-dire qu'on voit ce tic-tac qui avance à pleine vitesse, qui s'arrête, donc qui encaisserait des jets phénoménaux, donc, et qui fait ça pendant un certain moment. Donc en gros, on peut le considérer que c'est la preuve d'une manifestation extraterrestre, parce que bon, il est bien clair qu'on ne peut pas faire ça, à moins qu'on ait découvert des super technologies.
Et on a l'adresse de ce document. Bon, c'est la US Navy qui l'a classé secret défense parce qu'elle considère que ça pourrait causer des graves dommages à la sécurité nationale. On pourrait se demander lesquels, mais peut-être qu'elle craint soit un effet de panique, bon, ce qui est peu probable parce que maintenant tout le monde connaît le dossier, on ne se panique pas, mais plutôt de donner des informations sensibles sur ces ovnis à des puissances étrangères, je pense. Ou sur le matériel qui permet de les détecter, les Oui. radars et tout ça. Alors, sachant que, par exemple, on a souvent dit, oui, il faudrait cacher ça, mais on remarque que, par exemple, dans les cockpits de F-18, que vous voyez ici, tous les éléments y figurent. On a la vitesse du vent, on a tous les éléments techniques, ça a été abordé, ils ont juste supprimé la position géographique. Donc, en fin de compte, le cockpit d'un F-18 n'est pas... le cockpit d'un F-18 n'est pas une donnée confidentielle. C'est juste la caméra et infrarouge, ça. Ah oui. Et dans ce cas-là, peut-être les caméras infrarouges. C'est pas le cockpit en totalité. Donc voilà comment ce dossier est arrivé sur la place. Et ça, c'est que le Nimitz Video Fear One. Après, il y a eu Gimbal et GoFast. Et depuis un certain temps, il y a plein de personnages politiques et militaires de haut niveau qui interviennent aux États-Unis pour faire des révélations sur de nouveaux cas d'OVNI. Alors ça a commencé, ensuite ça a embrayé avec des rapports d'OVNI détectés par des avions dans les années 2010-2020. Et récemment, il y a celui-ci. Alors on apprend que des OVNI ont harcelé des navires de guerre américains au large de la Californie. Alors il y a eu plusieurs navires, dont l'USS Kidd et autres. L'information est confirmée par différents médias mainstream, puisque là, on a aussi on a le New York Post, Popular Mechanics, mais bien d'autres. Et le Popular Mechanics nous donne un événement, enfin une description intéressante, c'est qu'il nous dit que c'était des drones qui ont approché les destroyers, mais qui ressemblaient à la forme du Tic Tac. Donc les mêmes que ceux de 2004. Ceux de 2004 avaient des performances complètement délirantes parce que ça a été capté au radar. Et puis, par exemple, ils étaient capables de passer environ 9 km au ras du sol en moins d'une seconde. Un tel choc aurait conduit, ou d'autres, à prendre plus de 10 000 G. Bon, alors qu'un pilote peut très difficilement ne causer 8, quoi. 8, 9, 10, peut-être 12 vraiment maximum. Donc, les histoires de tic-tac continuent, et en même temps, il y a le John Radcliffe, le numéro 1 du renseignement, l'ex-numéro 1 du renseignement, qui intervient pour donner encore des précisions et qui nous répète la même chose. Donc, il y a beaucoup plus d'observations qui ont été rendues publiques. Ah ben, ça, on le savait déjà, parce que quand on étudiait les vagues américaines de 47 et celles qu'on suivi depuis des décennies, on s'aperçoit qu'il y en a beaucoup qui ont été passés sous le tapis, qu'il y a des cas de pilotes et de la marine qui ressurgissent. Alors là, il nous parle d'images satellites. Voilà qui est intéressant parce que jusqu'à présent, sauf erreur, on n'avait pas d'images satellites qui ont été diffusées publiquement. Donc il y en a peut-être qui vont être divulguées. Et voilà, là, il reparle encore des caractéristiques inexplicables. Les vitesses extraordinaires, celles qui dépassent le mur du son sans boom sonore. Cependant, je trouve une certaine réserve, c'est-à-dire que ces gens-là qui interviennent dans les médias, ils nous donnent les caractéristiques extraordinaires de ces engins en nous expliquant que ça va, par exemple, là, on est à 20, un tic-tac, ça va 20 fois plus vite qu'un F-18, Super Hornet. Bon, et ils ne prononcent, ou ils veillent à ne pas prononcer le mot extraterrestre. Même OVNI ou même UFO. Voilà, ou alors ils disent... Ils parlent du AP. Oui. Voilà. C'est comme en France, pour éviter de dire OVNI, on dit des phénomènes aérospatiaux non identifiés, des ponts. Et bien, ils font à peu près la même chose aux États-Unis, déjà au niveau vocabulaire. Ils utilisent le terme UAP. Et c'est comme le jeu du ni oui ni non. On fait un dialogue sur des engins en capacité extraordinaire, mais on évite de dire qu'ils sont extraterrestres, pour l'instant en tout cas. Si ça vous intéresse pour l'actualité américaine, il y a cette chaîne, Explorer Lab, qui relaye et analyse les activités ufologiques américaines.
Et je signifiais, bon, c'est Baptiste qui s'en occupe, qui fait partie du CIPO aussi, et qui a le mérite de pouvoir de relayer de l'information fraîche, de faire attention parce que sur certains éléments, on pense que c'est des canulars. Donc là, par exemple, pour les toutes dernières infos, il y a des vidéos qui ont été publiées où on voit une espèce de triangle vert clignotant. Et certains se disent que ça peut être effectivement un triangle volant, d'autres disent que ça peut être un effet vidéo, donc à vérifier. Et on a encore d'autres objets d'OANI, enfin d'objets qui apparaissent, d'objets ronds circulaires qui apparaissent au-dessus de l'eau et qui disparaissent dans l'eau d'après les déclarations dont on aura les photos. Donc, ce qui est bien sur ce site, effectivement, c'est fait la part des choses. Donc, voilà où on en est pour l'actualité américaine. Et ce qui est très étonnant, c'est qu'à part ces sites qui s'en occupent, il y en a quelques-uns d'autres, comme Maybe Planet, par exemple, qui relaye de l'info, mais sinon, tous les médias mainstream n'en parlent pas. En France, France Info, LCI, BFM TV et autres, ils ont bien relayé un moment que l'US Navy et puis le Pentagone avaient reconnu comme non identifiés toutes ces affaires d'OVNI. Ça s'est arrêté là, quoi. Les ovnis, c'est irrationnel. Toi, Patrice, tu es irrationnel. C'est ce qu'on m'a dit encore récemment. Quand on voit les éléments comme ça, ou qui passent dans les médias et puis qui sont analysés par des collectifs scientifiques, parce que la SCU, dont j'ai mis la référence ici, c'est un collectif scientifique assez élaboré qui fait des rapports de 200 pages en anglais sur des vidéos d'OVNI, quoi. Sur celle-ci, mais ils l'ont fait sur le cas d'Aquadia aussi. Bon, c'est des éléments sérieux et qui sont vérifiables. En tout cas. Bien sûr. Écoute, bravo. Merci beaucoup. Merci. Mais je pense qu'il y a, il y a pas mal de questions. Je vois d'ailleurs que la conversation est pas mal de choses. Je vais regarder sur le chat. Je vais sortir ici et sur le chat. Ouais. Merci, c'était très intéressant, très riche comme d'hab. Merci pour cette intervention, très riche. Enfin, plein de compliments, ce qui fait d'ailleurs plaisir. Mais on est prêt à démarrer un débat. J'ai peut-être une ou deux questions, mais je vais laisser. C'est plutôt. Alors, je vais ouvrir les micros. Je vais permettre aux gens d'ouvrir leur micro, d'activer eux-mêmes leur micro. Voilà. C'est fait. Si les gens qui veulent activer leur micro peuvent le faire. Et puis, si vous voulez, vous pouvez lever la main. Pour lever la main, il faut aller dans réaction et cliquer sur lever la main.